en réalité, on est dans une oligarchie. Et cette oligarchie, c'est octroyer des pouvoirs par le biais d'une constitution qu'on a laissé écrire par des bourgeois et qui leur permettent de faire ce qu'ils veulent. C'est d'ailleurs pour ça que je lutte, moi, depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. Et c'est aussi pour ça que j'ai accepté de suivre Rouen dans cette conférence qui marque le commencement d'une autre étape. Ce qu'on peut tenter de mettre en place, c'est un monde où les inégalités soient limitées. Tu peux pas avoir dans un monde comme le nôtre aujourd'hui, c'est pas normal que tu aies des gens qui gagnent des milliards pendant que des gens crèvent la dalle. C'est pas logique. Et c'était très important que ce mouvement montre à cette classe politique que les citoyens, en bloc, de toute classe sociale, de tout bord politique, de toute origine, de toute religion, étaient capables de se réunir pour dire stop, on n'est plus d'accord avec votre politique, qu'elle soit de droite ou de gauche, enfin voilà. Sachant qu'en France, pour ceux qui connaissent pas le pays, le parti majoritaire du pays, c'est l'abstention et les votes blancs. Ça montre quand même à quel point les gens n'ont plus confiance en ce système. Il suffit de regarder ce qu'un politicien est capable de dire, de tous bords confondus, hein, quand il y en a un qui ne sait pas à combien est le SMIC, combien coûte une baguette de pain, qui sort des laïus en disant que les gens sont des gens d'en bas. L'ancien préfet de police de Paris, un jour, avait dit nous ne sommes pas dans le même camp, madame. Donc désolé, moi je fais partie du camp des gens de la vie de tous les jours. J'ai pas d'argent public qui me paye des chauffeurs, des jets privés, du homard et des passe-droits. Maxime Nicole, Monsieur Gilet jaune, mais bien plus que ça en fait, hein, puisque j'apprends à te connaître depuis quelques temps et je trouve un homme de talent et de valeur. On en parlera tout à l'heure, donc j'ai beaucoup de plaisir à te recevoir une fois de plus sur ce plateau de Swissbox pour cette nouvelle année 2025. Salut Antoine, ça va? Ça va bien. Et d'ailleurs, ta venue en Suisse, elle n'est pas anodine, puisque j'ai eu la chance d'assister à une conférence que tu as donnée il y a quelques jours avec Juan Branco. Est-ce annonciateur d'un vent nouveau de la révolution qui s'était pas endormie, mais de ce soulèvement des Gilets jaunes qui, peut-être, pendant ces quelques années, s'est transformé et revient avec une nouvelle proposition pour essayer d'amener un petit peu de beauté et moins de souffrance, surtout en France notamment, et peut-être plus largement au monde, si ça se réétend comme ça l'a fait la première édition. Je crois que c'est un peu ce qu'on espère tous. Je suis effectivement venu en Suisse après presque 2 ans d'absence sur les médias, C'est sur ça? les plateaux de télévision, sur les radios. Enfin, j'avais fait très peu d'interventions ces 2 dernières années parce que force est de constater qu'après toutes ces années de mobilisation dans les rues, les seules réponses qu'on avait eues, c'était de la violence, c'était de la stigmatisation. Enfin, il y a clairement eu aucune réponse concrète dans le sens de l'intérêt collectif. Seule réponse qu'on a réussi à avoir, et jusqu'à aujourd'hui, hein, c'est de l'ignorance, du mépris, de la violence. Enfin, voilà, rien de concret et rien qui laisse percevoir un avenir meilleur pour les générations qui viennent et les générations qui commencent à vieillir, et celles dont je fais partie qui sont entre les deux. Donc, je suis venu à la demande de Juan Branco participer à une de ses conférences à Lausanne sur le thème de survivre enfin, le thème de la conférence était survivre en oligarchie, où il a passé pas loin de. La conférence a duré presque 3 heures, mais il a passé pas loin de 2 heures, 2 heures et demie à expliquer les rouages, les liens de collusion, en citant les noms des personnages politiques et médiatiques et fortunés, puisque les trois sont liés. Ils en ont tous pris pour leur grade. Effectivement, on va mettre un lien de cette vidéo dans la description de celle-ci, donc n'hésitez pas si vous ne l'avez pas encore vue. À Et, mon avis, ça va buzzer quand même. très intéressant, et puis ça permet aussi de comprendre pour ceux qui sont extérieurs au pays, ou même ceux qui sont français, hein, ce qui se passe un peu, parce que le problème des mobilisations citoyennes qu'il y a eu ces 10 dernières années, Gilets jaunes y compris, c'est que les médias, qui sont détenus par des grands actionnaires et des amis du pouvoir, ont toujours fait en sorte soit de les stigmatiser, soit de faire en sorte que les gens s'y intéressent pas. Mhm. Donc déjà, quand on prend une partie de la population qui travaille tous les jours, qui galère à boucler ses fins de mois, qui rentre à la maison en ayant la journée de travail, les enfants à s'occuper et autre chose à penser avec la politique, forcément c'est très facile, entre guillemets, pour les médias d'État de proposer des émissions comme Cyril Hanouna
Love Story ou ce genre de choses où on divertit, on détourne l'attention et on abrutit en gros la population en lui donnant un peu de pain, un peu de jeu et T'en sais puis quelque chose, parce que toi-même, tu as été invité 3 fois, si je ne m'abuse, j'ai à fait l'émission Cyril Hanouna. Est-ce que tu peux nous donner un peu les derrière ou les coulisses, je crois que on dit comme ça, c'est ça. de ce genre d'émission? Alors j'ai fait 3 interventions, 2 fois dans une émission qui s'appelle, TPMP, donc Touche pas à mon poste et une fois dans une émission qui s'appelle BTP, Balance ton poste, qui sont 2 émissions, sur le même plateau, mais qui étaient, présentées par, 2 par Cyril Hanouna et une par, je ne me souviens plus du prénom de ce présentateur, mais enfin, le c'est typiquement la même chose. C'est-à-dire qu'on arrive en tant qu'intervenant extérieur, on est invité, pour des raisons qu'on ne connaît pas, hein. En l'occurrence, c'est la première télévision que j'ai faite chez Cyril Hanouna. Donc c'était juste après le 17 novembre 2018, le 19 si je me rappelle bien, c'était un lundi, où je me fais inviter et où à l'époque je demande à la communauté qui me suivait par rapport aux diffusions des manifestations à venir, si je devais y aller ou pas. J'ai 60 000 à peu près personnes qui m'ont dit qu'il fallait que j'y aille pour essayer de défendre ce qui se passait dans les rues et puis d'essayer de tenter de l'expliquer. Et je me suis retrouvé sur un plateau de télévision avec plusieurs chroniqueurs, dont Cyril Hanouna qui était le présentateur. Et je me suis rendu compte en arrivant, bon déjà moi j'arrive, je sais pas de quoi je vais parler, je sais pas de quoi on va me parler, je sais pas quelles questions on va me poser. Et je me rends compte en arrivant sur le plateau de télévision que chaque intervenant a des petites fiches où il y a des réponses à des questions. Alors, au début j'ai pas trop compris comment ça fonctionnait, puis au bout de 2, 3 émissions d'autres télévisions que j'ai pu faire, où la méthode de fonctionnement est à peu près identique, vous avez un présentateur qui va poser des questions, souvent très précises, et les réponses que vous allez produire sont hypothétiquement inscrites sur des fiches. C'est-à-dire, on ne sait pas exactement ce que vous allez répondre, parce qu'ils ne savaient pas exactement ce que j'allais répondre. Mais admettons que j'avais 3 possibilités de réponse, et bien sur les chroniqueurs qui étaient présents, chacun avait une réponse possible, avec ce qu'il fallait répondre à cette réponse. C'est-à-dire un argumentaire qui contre ce que Voilà, tu dis. soit un argumentaire qui contre ce que je dis, soit une réplique Ok, buzz un carrément. peu Ah pour ouais, faire d'accord. réagir. Mais c'est du cinéma, enfin, je veux dire, c'est du théâtre. C'est scripté, quoi. C'est totalement scripté, avec l'aléa du direct qui peut être un intervenant qui sort du cadre des réponses possibles. Mais pour éviter ça, on est quand même sur des plateaux où il y a souvent plus de 5, 6, 7 chroniqueurs en face de une personne qui est interviewée, Mhm. ou voire deux. Moi, je sais que j'ai fait, sur ces plateaux de télé, j'étais avec Juan Branco d'ailleurs, j'ai aussi été avec Éric Drouet, et ça a toujours été la même méthode de fonctionnement. Le but étant de faire croire à l'auditeur que le sujet qui est abordé est d'intérêt pour l'émission et que le présentateur y porte un intérêt particulier, euh, et dans le même temps complètement détruire ce que ça pourrait produire. C'est-à-dire les Gilets jaunes, quand Hanouna dit écoutez les amis, les chéris, parce que c'est tout le temps ce qu'il dit, les Oui, il a chéris, une les façon chéris. de s'adresser aux gens très paternaliste. Mais tout est travaillé de façon à discréditer la personne qui va pouvoir répondre aux questions, quand bien même ce soit un sujet très sérieux, comme par Oui, exemple c'est la vrai. mobilisation nationale d'une partie de la population qui est en souffrance et qui demande des choses plutôt pleines de bon sens, c'est-à-dire mettre fin à la corruption d'État. On voit tous les jours en France, et même je pense qu'à l'étranger, elle devient tellement visible maintenant que personne ne peut la manquer. La fin enfin, changer tout un tas de choses comme la redistribution des richesses, la corruption, et puis les détournements d'institutions qu'on a pu voir, par exemple, avec la police et les violences qui en découlent pendant le mouvement, quoi. Mhm. Donc, t'en retires quand même quelque chose de positif. À ton avis, c'était quand même une bonne idée, ne serait-ce que pour t'éduquer, de savoir comment ce genre de cirque fonctionne. Mais tu dirais que t'as réussi à passer un message lors de ces émissions, parce que c'est quand même malheureusement une grosse audience. C'est une grosse. Enfin, la première émission que j'ai faite, par exemple, il y avait presque 3 millions de téléspectateurs. Et c'était la première fois de ma vie que je mettais les pieds sur une télévision. C'est ce qui, d'ailleurs, entre guillemets, a fait que j'ai été hyper médiatisé par la suite. Donc l'hypermédiatisation avec tous les problèmes que ça peut engendrer, la perte de son anonymat, le fait qu'on puisse se recevoir des menaces, etc. Et qu'on se retrouve tout d'un coup propulsé à être publiquement une des figures Mhm. euh, qui, dès qu'il ouvre sa bouche, dès qu'il a une parole publique, on lui colle le fait d'être un leader. C'est-à-dire ce que Maxime Nicole dit, ce que Éric Drouet dit, Éric Drouet, pardon, ou Priscilla Ludowski dit, ça
reflète la pensée de tout le monde. Donc c'est pour ça que nous, sur les émissions de télé, on a toujours, en tout cas moi je l'ai fait, je pense que les autres n'ont jamais manqué de le faire, mais on a toujours tenté de préciser qu'on n'était pas leader et on n'était pas chef de groupe où il n'y avait pas de parti politique gilet jaune, etc. Et au final, ben on se retrouve à voir sa vie complètement changée, pardon, complètement changée, et on apprend énormément de choses en allant sur ces plateaux. Pour revenir à la question que tu posais tout de suite, c'est est-ce qu'on peut y faire passer un message? Et là, c'est un peu un truc, c'est un peu une balance où on pèse le pour et le contre. Et effectivement, on sait qu'en allant dans ce genre d'émission, ça va être très 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 compliqué d'appuyer, enfin de diffuser une idée et d'appuyer un argumentaire qui tend à faire comprendre pourquoi on a cette idée. Et en même temps, on se dit que si on n'y va pas, eh ben, quelqu'un d'autre va parler de ce sujet à notre place, qui n'y connaît pas forcément grand-chose, soit parce qu'il le voit de façon extérieure, comme certains politiciens, une bonne partie des politiciens et des médias l'ont fait sur les chaînes de télévision nationales comme BFM TV, CNews, et j'en passe, parce qu'ils l'ont quasiment toutes faites. Ils ont quasiment tous fait des critiques comme ça. Donc on avait quelque part pas vraiment le choix, surtout que quand tu pars dans des manifestations, que tu rencontres des dizaines de milliers de citoyens qui sont dans des situations de précarité comme moi je peux l'être, euh, tu rentres chez toi, tu peux pas te dire je vais laisser quelqu'un parler de leur galère à leur place, sachant que c'est déjà le cas par le biais des politiques au sein de l'Assemblée nationale, par exemple, ou des débats politiques qu'on peut voir à la télévision. Ces gens ont déjà le luxe de pouvoir parler à la place des gens qui connaissent la plupart du temps pas du tout. Enfin, je veux dire, il suffit de regarder ce qu'un politicien est capable de dire, de tous bords confondus, hein, quand il y en a un qui ne sait pas à combien est le SMIC, combien coûte une baguette de pain, qui sort des laïus en disant que les gens sont des gens d'en bas, que les gens sont pas dans... Enfin, je prends un exemple très concret, moi, qui m'avait marqué pendant le mouvement des Gilets jaunes, sans parler d'Emmanuel Macron, mais l'ancien préfet de police de Paris, un jour, avait dit nous ne sommes pas dans le même camp, madame. Donc, désolé, moi, je fais partie du camp des gens de la vie de tous les jours. J'ai pas d'argent public qui me paye des chauffeurs, des jets privés, du homard et des passe-droits. Donc c'était très important, je pense qu'on le fasse. Après, avec tous les avantages et les inconvénients que ça nous a apporté, C'est vraiment un calcul à chaque fois, pesé. c'était vraiment... Et puis psychologiquement, c'est pas évident, parce que quand c'est une machine à broyer psychologique, hein. Vous rentrez dans une émission comme ça, vous y allez avec des convictions et puis enfin, une espèce de forme d'empathie quand même. On voit des gens se faire défoncer tous les week-ends et on nous propose d'aller sur un plateau de télévision. On y va pour expliquer ce que les gens subissent. Et en face de nous, en fait, on a des gens qui en ont strictement rien à foutre et qui sont là pour faire de l'audimat, pour qu'il y ait des publicitaires qui mettent un billet sur la table. Enfin, je rappelle quand même qu'à l'époque, Juan Branco avait juste posé cette petite information à une émission de Cyril Hanouna où j'étais présent. Cyril Hanouna, c'est 450 millions d'euros de financement pour une émission sur plusieurs années, 3 ou 4 ans, si ma mémoire est bonne, ce qui représente un montant faramineux quand on voit que on lutte pour des gens qui, avec un salaire, en travaillant, ou même aux aides sociales, parce qu'ils n'arrivent pas à trouver du travail ou à s'en sortir, finissent pas le 10 ou le 15 du mois sans avoir déjà des difficultés financières. Ça l'avait vexé d'ailleurs, non? Il avait pas... En même temps, Hanouna, dès qu'on commence à lui parler de ce qui se passe derrière les caméras, ça lui pose un problème. Ouais. Le stress assez. Mais c'est pas le seul. Je veux dire, Non. Cyril Hanouna, c'est un peu comme faire une cible. Enfin, mettre une cible sur la tête de Cyril Hanouna, c'est comme mettre une cible sur la tête d'Emmanuel Macron. C'est pas Emmanuel Macron le problème systémique du pays. C'est un acteur du problème. Et Cyril Hanouna, dans le paysage médiatique, est juste une conséquence C'est des symptômes, en fait. C'est pas une cause, hein, c'est vraiment une conséquence. La cause, c'est le fait de laisser faire des personnes. On est dans une démocratie participative en France, sur le papier. En réalité, on est dans une oligarchie. Et cette oligarchie, c'est octroyer des pouvoirs par le biais d'une constitution qu'on a laissé écrire par des bourgeois et qui leur permettent de faire ce qu'ils veulent. C'est d'ailleurs pour ça que je lutte, moi, depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. Et c'est aussi pour ça que j'ai accepté de suivre Rouen dans cette conférence qui marque le commencement d'une autre étape. Pendant le mouvement des Gilets jaunes, c'était très important que moi, je suis un partisan, c'est-à-dire je ne fais partie d'aucun parti politique. J'ai jamais eu de carte de membre de parti politique français. Et c'était très important que ce mouvement montre à cette classe politique que les citoyens, en bloc, de toute classe sociale, de tout bord politique, de toute origine, de toute religion, étaient capables
de se réunir pour dire stop, on n'est plus d'accord avec votre politique, qu'elle soit de droite ou de gauche, enfin voilà. Sachant qu'en France, pour ceux qui ne connaissent pas le pays, le parti majoritaire du pays, c'est l'abstention et les votes blancs. Ça montre quand même à quel point les gens n'ont plus confiance en ce système, ce qui est largement compréhensible. Et ce à quoi d'ailleurs Emmanuel Macron avait répondu qu'il ne serait pas le président du vote blanc. Évidemment, si demain on donne la possibilité, comme dans une démocratie, à la majorité de s'exprimer, en France, tous les partis implosent. Il y a une refonte complète du système politique, ce qu'on essaye de faire. Et là, Juan Branco m'invite à cette conférence sur le thème de la survie en oligarchie, qui fait suite à l'édition à l'écriture et à l'édition de plusieurs bouquins. Construire une guillotine, notamment. Voilà, Construire une guillotine, Coup d'État, et puis plusieurs autres, qui sont la plupart tous accessibles. Enfin, je veux dire, vous pouvez tous aller les trouver, soit en librairie pour ceux qui veulent acheter un livre, soit gratuitement, parce que Juan met à disposition ses ouvrages gratuitement. Et dans quel but j'ai participé à cette conférence? C'est parce que Juan Branco propose de mettre en place un référendum d'initiative citoyenne en toute matière, sans limitation de sujet, qui permet aux citoyens de récupérer sa souveraineté, réellement, concrètement. Quand tu dis il propose, ça veut dire que c'est une des clés de son programme présidentiel dans le cas de figure où il arriverait à accéder à cette fonction. à cette fonction. Alors, c'est justement là où je veux en venir, c'est parce qu'il se propose de devenir président avec un statut très particulier, c'est-à-dire qu'il rentrerait dans une fonction présidentielle dans le but de faire sortir tous les politiciens véreux de cette fonction qu'ils occupent en tant que, par exemple, députés ou ministres, parle des ministres, etc. là, principalement. Voilà. C'est-à-dire du gouvernement que le président en fait choisit, c'est ça. Alors le gouvernement, oui, c'est le président qui le choisit. D'ailleurs, là, il y a eu une dissolution de l'Assemblée nationale, une refonte complète. Oui. Enfin là, une refonte, pas vraiment. Une refonte du recyclage. Voilà, c'est plus que du recyclage. Quand vous vous levez le matin, que vous êtes français, que vous voyez que Manuel Valls est capable de revenir en politique à une fonction. Ça fait grincer. C'est pas que ça fait grincer, c'est que moi, quelque part, j'ai une vision plutôt presque positive de ça. C'est-à-dire que je me dis que les gens qui croient encore à ce système politique voient qu'en fait, c'est que du copinage, quoi. Qu'est-ce que Manuel Valls vient foutre en s'étant barré en Espagne, en ayant craché sur le pays, en disant je ne reviendrai plus jamais faire de la politique en France. Mais tout ça, c'est fait pour faire réagir les gens. C'est-à-dire que pendant qu'on perd du temps à tweeter, réagir dans l'émotionnel à ce genre de trucs, on n'est pas à s'occuper de savoir comment on fait pour que ça s'arrête. Un peu comme quand on parle du voile, de la burqa, de la couleur des volets du voisin. Enfin voilà, c'est toujours une méthode qui fonctionne relativement bien dans les pays. C'est-à-dire on divise les populations avec des sujets qui sont marginaux par rapport aux choses essentielles, l'importance cruciale. Aux causes des problèmes. Ouais, c'est ça. Je veux dire, quand on discute, quand on voit des gens qui ont des PME, TPE qui disent là les taxes on n'en peut plus, il faut arrêter, où va le pognon? Quand on paye des impôts, quand on paye tout ce qu'on a à payer, où va le pognon? Et le pognon, il suffit de regarder combien de ministres ou de politiques ont été condamnés pour détournement d'argent public, pour s'être acheté, par exemple, là on a Gérard Larcher qui se fait commander un fauteuil à 40 000 €. Oui, j'ai vu ça. C'est scandale sur scandale sur scandale. Les politiciens français, c'est-à-dire que ça se passerait dans un pays comme la Suède, pour 10 000 fois moins que ça. Il y avait un petit tapis, je crois, un petit tapis d'Orient, genre même pas 1000 balles. Quoi. C'est impressionnant. Et il y a une démission systématique et immédiate. Il n'y a même pas de question qui se pose. Il n'y a pas de question qui se merde, pose, non. Oui, non, j'ai même pas fait exprès, au revoir. Genre. Et ça peut être vraiment le cas. C'est-à-dire que ça peut vraiment être une horreur non voulue. En fait, ça, c'est la normalité. C'est une fonction d'État, de représentation publique qui, à mon sens, doit être irréprochable. Exemplaire, au même titre que ceux qui portent un uniforme pour occuper des postes comme policier ou pompier. Je veux dire, un pompier qui viendrait tabasser quelqu'un de fragile psychologiquement. Un pompier qui, par exemple, vient porte assistance à quelqu'un qui est handicapé et dont on apprend qu'il a porté des coups à une personne handicapée. À quel moment ça paraîtrait logique que ce pompier reste en fonction? Ce serait pas possible, parce que ça paraîtrait complètement hors de tout bon sens. Dynamique, ouais. Et pour un politique, j'ai du mal à comprendre pourquoi. Et d'ailleurs, quand on parle avec des amis, quand vous parlez en famille et tout en France, c'est quasiment systématique.
quand vous posez la question de savoir pourquoi on ne s'attaque pas justement à ce problème de corruption, de détournement d'institutions et de privilèges qui n'a pas lieu d'être, la plupart des gens en France vous répondent c'est comme ça, c'est la politique. Qu'est-ce que vous voulez faire de toute façon? On ne peut rien faire parce qu'ils n'ont pas de mandat impératif et n'ont pas de mandat révocatoire. Donc on dit aux gens la porte de sortie que vous avez, c'est tous les 5 ans élire et attendre. Et pendant ce temps-là, et plus les gouvernements passent et plus c'est public, enfin je veux dire, il n'y a plus de gêne maintenant, on s'achète des fauteuils, la seule réaction de l'archer c'est de dire Je savais pas. oh, pardon, je savais pas. Enfin, il s'en fout en fait. Il s'en fout, c'est-à-dire en France, on a des hôpitaux qui commencent à plus fonctionner correctement. On a une jeune femme de 26 ans qui est récemment décédée dans les couloirs des urgences pendant que Brigitte Macron est en train de nous faire un laïus sur le fait qu'à l'étranger, on voit le pays comme étant un pays exemplaire par son système de santé, son système de scolarité, etc. Enfin, je veux dire, elle peut vendre du rêve à qui elle veut à l'étranger. La plupart des gens qui s'intéressent un petit peu à ce qui se passe dans les pays dits développés sur la planète entière voient très bien que économiquement il y a des problèmes, au niveau de la corruption il y a des problèmes, et qu'il faut que ce soit réglé. Donc, Juan propose ce genre de choses. Moi, j'ai lutté pendant presque 4 ou 5 ans à essayer de voir si le fait d'être mobilisé de façon massive pouvait avoir un impact sur nos vies. L'impact, on en a eu. C'est-à-dire qu'on a permis à des gens qui ne s'intéressaient pas à la politique de redevenir des citoyens politiquement actifs, au sens partisan, mais des Tout gens à qui fait. se Mais c'était d'ailleurs réintéressent. mon espoir, hein, C'est ce que. Enfin, j'ai pas. discuter sur les ronds-points, ça politise. Et puis j'ai pas manifesté pendant plus de 3 ans pour en arriver à me dire que tout ça c'était inutile. C'est pas inutile, ça a produit des effets qui sont pas à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre. Évidemment que à l'époque, tous dans les manifestations, on attendait qu'il y ait un changement de politique radical et qu'on puisse retrouver une souveraineté la plus directe Mhm. possible. On n'est pas naïf, on sait que rien n'est magique et que sans transition les choses sont pas possibles. On en arrive à ce stade-là où après des gens qui se sont fait mutiler, des gens qui se sont fait arrêter, des gens qui se sont fait enfermer, des gens qui se sont fait détruire leur vie professionnelle, personnelle, qui sont tombés en dépression. Le taux de dépression chez les jeunes femmes entre 18 et 24 ou 25 ans, Rouen en parlait, alors les âges sont peut-être pas exacts, hein, c'est peut-être entre 15 et 24 ou entre 18 et 26, je ne sais plus, mais on va dire que la tranche d'âge entre 15 et 25 ans a été multipliée par 8 pour des jeunes. Donc on est dans un pays où la génération qui va produire le monde de demain est en pleine dépression. Mhm. C'est quand même grave, enfin c'est inquiétant. Mhm. Ah Euh, ben, bien sûr, puisque ça peut arriver après à des volontés de suicide et puis même d'actes Ce qui est suicidaires. déjà le cas, je veux dire, Tout à fait. chez C'est les une agriculteurs, il y a conséquence. un suicide quasiment tous les jours, ou si c'est pas tous les jours. Dans la fonction publique, les policiers se suicident aussi. Enfin, je veux dire, il y a un mal-être sociétal qui est pas limitrophe, enfin qui est pas limité à la Oui. France, qui s'étend dans tous les pays du monde parce que un système économique devient international et pose des problématiques quasi identiques dans tous les pays du monde. Après, en découlent des conséquences qui peuvent être différentes suivant tout un tas de choses des pays qui sont touchés. Mais on en arrive là. Et donc moi, je vais participer à ce projet en étant complètement partisan. Le but, moi, comme je l'ai déjà expliqué, c'est absolument pas de prendre un poste de politicien ou de finir avec un salaire financé par l'argent public. C'est d'essayer d'avoir une forme de continuité entre le combat qui a eu lieu dans les rues et qui a montré que le pouvoir en réaction avait commandé 65 millions d'euros de munitions de fusil d'assaut, des centaines de milliers de grenades lacrymogènes, des grenades de désencerclement, des blindés Centaure qui font 9 tonnes, qui sont les mêmes qui ont été commandés, enfin qui ont été utilisés pardon, en République de Centrafrique contre les émeutes. Tout ça, c'est la réponse que le gouvernement produit quand le peuple commence à poser des questions. Quand je dis le peuple, je sais que ça en fait grincer des dents certains, une portion du peuple, si certains préfèrent, n'empêche que plus le temps passe avec les années qui défilent à une vitesse astronomique, et plus les gens avec qui je discute, enfin plus je me rends compte que les gens avec qui je discute ont plus vraiment de classe sociale particulière ou de moyens financiers particuliers. Il y a 6 ans, il y avait une espèce de classe peut-être CSP+, un peu bourgeoise qui avait tendance à regarder de haut ce qui se passait en disant bon, c'est encore des gueux dans la rue qui vont nous faire chier, mais c'est une minorité. Sauf qu'aujourd'hui, ça commence à toucher des strates de la population qui, Mhm. qui, qui sont un peu fortunées
Et heureusement, ces gens commencent à se questionner. Alors, est-ce qu'il aurait fallu avant, après, c'est trop tard, c'est trop tôt? Moi, c'est pas le genre de débat que j'aime bien avoir parce que ça fait pas avancer le sujet. Le sujet, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se posaient pas de questions avant qui s'en posent. Ça, c'est quelque Ça, c'est chose déjà une victoire. et c'est ce que les Gilets jaunes ont apporté. Après, les Oui. problématiques que les gouvernements successifs de Macron ont produit, c'est que la population de mécontents ne fait qu'augmenter. Si je me trompe pas, la cote de popularité d'Emmanuel Macron est la plus basse, elle est à 19%, là. Mhm. Après, c'est des Je instituts de crois que c'est même sondage, moi, mais- c'est peut-être même moins que ça, parce qu'il perd des points tous les jours. Ça reste des instituts de sondage qui sont pareil financés par des gens qui sont proches du Mhm. pouvoir. Mais cette défiance envers le pouvoir, elle n'est pas née d'Emmanuel Macron. Encore une fois, c'est Non, non. pas Emmanuel C'est un Macron le symptôme. problème. Pas le cœur de la maladie. C'est certainement pas le cœur de la maladie. C'est le produit de ce qu'on laisse faire. Ça m'a beaucoup parlé la notion de violence telle qu'évoquée par Juan, qui disait c'est cette violence d'État qui après se transforme euh, dans la population. C'est-à-dire que bah, d'abord il y a peut-être une auto-mutilation. C'est-à-dire que bah, C'est ça. tu en as parlé tout Oui, à l'heure, c'est les des trois gens formes de qui violence. dépriment, qui veulent se suicider, c'est une façon, qui peuvent aussi vouloir attaquer leurs voisins, hein. C'est aussi cette habilité de diviser qu'ont les puissants pour dire ah mais non, mais la violence, c'est vous Oui, qui c'est voulez la détourner mettre en l'attention œuvre. du problème pour dire c'est pas de notre faute, c'est la faute Exactement. du voisin. En Et- pointant n'importe quelle Ah, différence, peu complètement, importe. complètement. Et puis que ça peut déborder après, effectivement, si cette violence est trop grande et déborde sur des conflits qui deviennent alors internationaux. Et ce qu'on voit aussi actuellement, tellement la violence est prédominante elle a infecté toutes les strates, toutes les couches d'une société. Ça, et puis on crée des conflits armés, hein, comme ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie, comme ce qui se passe entre la Palestine et Israël, où les gens, là, c'est plus sur une couleur de peau, c'est plus sur une religion, c'est plus simplement sur ça, c'est sur le fait d'avoir un sentiment de vengeance pour venger la mort d'un proche. Ça, c'est quelque chose qui reste, c'est-à-dire qu'on peut s'engueuler sur une couleur je sais pas moi, de voler, et puis après une discussion, on peut tomber d'accord en se disant, bon, finalement, on s'en fout, garde ta couleur de voler, c'est pas grave, on se rabiboche un peu, on devient amis, et puis passons sur nos différences. Mais là, là c'est des gens qui meurent, et puis ça crée des générations de personnes où c'est plus seulement de la colère ou de la peur, c'est de la vengeance. La haine. C'est de la haine et de la vengeance. Donc là, ce qui est en train d'être produit par ces politiques-là, c'est peut-être une, voire deux, voire trois générations de gens qui seront pas sur Qui vont une envie porter de cette discuter, violence. quoi. Mhm. Et on est sur un, alors, à mon sens, ça c'est mon avis, on est sur un génocide qui est en cours en Palestine, peut-être le génocide le plus filmé de l'histoire et le plus documenté de l'histoire, Pour moi, c'est avec, clair. voilà, avec des personnalités Et politiques. la justice viendra le prouver de toute façon, même si elle a déjà dit, hein, la justice internationale, Oui, qu'il y avait des risques de ça. Et puis Netanyahou a été un mandat d'arrêt voilà, international, c'est ça, ouais. puni pour ça. Et puis quand on va juger, mais ça prendra des années, c'est toujours le problème, Bien sûr, c'est une justice avec bien beaucoup de sûr. délais. Moi, je suis convaincu qu'il n'y a pas photo, comme tu le dis, Je c'est la plus pense pas. documentée On est presque à de tous les 60 000 temps. morts à Gaza quand même, hein, Oui, oui, oui. dont Et puis, en fait, génocide n'a rien à voir avec le nombre de morts, Ah c'est oui, c'est l'intention. l'intention, bien sûr. Et C'est puis, l'intention. clairement, le Dans les dessin discours n'est pas politiques, caché. Hein, non, les discours politiques nettoyage sont clairs. ethnique, ça fait un petit moment que Et en c'est en précisant cours. quand même quelque chose d'important, c'est-à-dire que ça aussi, c'est un sujet qui divise les populations. Mais je suis pas sûr, si tu Le veux. mot Ça, antisémite c'est aussi revient un truc souvent, tu pour sais. diviser. C'est ça. Parce que l'interlocuteur voilà, lambda, il entend ce qui se dit dans les médias, genre c'est C'est par exemple LFI les plus antisémites, puis après quand tu dis ouais mais attends, qu'est-ce qu'ils ont dit? Et puis tu vois en fait qu'il y a une assimilation entre la critique d'Israël et puis c'est l'antisémitisme ça. qui n'est pas du tout la même chose. Absolument pas. Moi, Et je suis pas sûr que les gens soient si, comment dire, à croire facilement ce qu'on a l'impression qui il y a est de très plus en opposé dans les plus de gens médias. ouais, qui ont récupéré une capacité de remise en question. Voilà, c'est C'est-à-dire, ça. on me vend un discours, ok, être contre Israël, c'est être antisémite. Je suis pas vraiment sûr que ce soit le cas. Et en se renseignant un peu, on voit que même les juifs d'Israël, pour une partie, militent contre le gouvernement Netanyahou. Ils sont contre ce qui se passe Ah non, là-bas. ils Il y a sont des... contre Netanyahou, mais malheureusement, ils sont en minorité contre En ce qui se minorité, passe. bien sûr, oui, mais il faut aussi dire que c'est le Ils cas. existent, hein, bien Voilà. sûr, bien sûr. Et puis, il y a des juifs dans le monde entier Et puis, alors, sioniste et juif, c'est pas la même chose. C'est on deux parle, concepts on tout à parle fait d'une religion différents. et d'une idéologie politique. Voilà. Et par exemple, dans le discours politique français, on fait un amalgame des deux. Complètement. Mais C'est-à-dire c'est que volontaire. bien sûr en que fait, c'est hein. volontaire. Et on essaye même de le pénaliser, c'est-à-dire qu'il y a des
des sujets de réflexion sur le fait de, dans le législatif, mettre en place des lois qui puniraient le fait de critiquer une idéologie politique. Mhm. On aurait été dans les années 30, je pense que parce que c'est quand même assez impressionnant de voir ça. Je veux dire, on a tous ouvert des bouquins sur la Deuxième Guerre mondiale et on a tous regardé ce qui se passait, enfin lu ce qui se Plus passait, jamais vu, ça. en se disant mais c'est horrible, comment on a pu laisser faire ça? Et aujourd'hui, Rebelote. si ça avait été, si on prend les gens Oui, d'aujourd'hui puis on les met on n'est pas loin. voilà, ben Même on discours. aurait interviewé Hitler sur les chaînes de télé françaises, Ouais, tout à fait. en lui donnant la parole, en disant moi je me défends. Oui. Et malheureusement, encore, il n'y a pas encore cette masse critique qui comprend que ceux qui doivent prendre la responsabilité de cette violence, sous toutes ses formes d'ailleurs, y compris la violence qu'on attribue à l'immigration ou autre, que c'est la violence d'État qui Bien est sûr. responsable de ça, On parce a- qu'elle la génère a priori. Exactement. Alors, plus qu'a priori, c'est-à-dire que on avait fait une conférence avec Juan au Portugal là-dessus, sur justement les trois formes de violence. La violence étatique, qui peut être financière, psychologique, policière, militaire, enfin. La deuxième des violences, c'est celle qu'on se fait à soi-même, c'est celle dont tu Psychologique, parlais ouais. tout à l'heure, c'est les réseaux sociaux, c'est le sport, c'est les voyages, Ouais, c'est la le- publicité qui te dit en permanence c'est- que t'es un raté, tu devrais avoir ça, acquérir voilà, ça, c'est qu'il tout te ce manque que tu ça. vas faire pour Mhm. éviter d'être en réaction à la violence que tu subis tous les jours. Donc c'est tout ce qui Ça, te ouais. vide la tête. La Ouais, fameuse la phrase, fameuse. Ah, j'ai besoin de me vider la tête. Ouais, ouais. C'est je vais aller me faire Dans violence l'article. en ayant l'impression de se faire plaisir pour essayer d'oublier cette première des violences. Et la troisième, bah, c'est le film Joker. Hein. C'est quand l'État est trop violent et qu'on n'arrive plus à se faire violence soi-même et à supporter ce monde de fous. Hein. Et ben on veut, on souhaite, on tente, on met ce qu'il faut en place pour mettre fin à la première des violences. Et c'est là que vous avez des médias qui rentrent en ligne de compte et qui disent regardez ces casseurs, regardez ces antisémites, regardez ces. C'est ce moment-là que la ces, caméra, les lumières s'allument. voilà. Mhm. Et c'est à ce moment-là que la division opère au sein des opinions publiques. C'est très important pour un pouvoir en place d'avoir des gens qui ne tombent pas d'accord. Parce que ça leur permet Oui. dès que les gens commencent à se parler, de les diviser avec des sujets comme ça. Absolument. Et c'est exactement ce qui leur a fait peur pendant le mouvement des Gilets jaunes. Pendant le mouvement des Gilets jaunes, ils se sont dit, mais attendez, tous les services de renseignement se sont dit, il y a tous les bords politiques dans la rue, on a des personnes de toutes les couleurs, de toutes les ethnies et de toutes les religions, et en plus de toutes les classes socio-professionnelles. Je veux dire, il y avait des médecins, il y avait tout. C'était vraiment c'est pour ça que je dis le peuple, c'est que le peuple était vraiment représenté dans presque son Diversité. entièreté, dans sa diversité. dans sa diversité, ouais. Et moi j'ai trouvé ça Alors oui, très important. c'était impressionnant. J'ai envie de dire le problème en même temps de la beauté de l'ouverture des champs des possibles, où tu te dis ah oui, c'est possible si on inflige trop de violence à un peuple, il est possible que Il y a un point critique. ouais, c'est ça. À un moment donné, ça passe plus. Mais en même temps, j'ai l'impression que c'est un peu, tu sais, l'histoire de la grenouille dans l'eau qui chauffe. Parce que le pouvoir, en même temps, il a appris des choses aussi, beaucoup, des Bien sûr. gilets jaunes. Il a bouché beaucoup de brèches. Exactement, il s'est ajusté, il a bouché des brèches. C'est ça. Et aujourd'hui, si tu regardes, alors toi, je sais que tu disais pas que c'était forcément le déclencheur, mais il y a cette idée que ça a contribué, la taxe sur l'essence a contribué à faire basculer quelque chose. C'était peut-être un prétexte de quelque chose d'autre qui aurait déclenché. Je pense certes. qu'on peut dire que c'est une goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ouais. Mais si tu regardes aujourd'hui, ce même prix de l'essence et cette taxe, et en fait, le prix de l'essence est plus cher. Donc Bien techniquement, le coût de la vie a encore dépassé ça. Et pourtant, il n'y a plus les gens de la rue. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de contestation, forcément, hein, et puis qu'elle a certainement une nouvelle forme. Mais ça veut surtout dire que le système a appris à se défendre d'une certaine manière de quelque chose. Le système a fait peur. Oh, le système a violenté. Le système a tué. Il y a eu des morts pendant les manifestations. Il y a eu des répressés, je sais pas comment dire. Avec ouais, une brutalité. Moi, je sais qu'à chaque fois que, par exemple, que je fais une conférence, dont celle que j'ai faite avec Juan, j'ai montré des images de ce qui s'était passé. D'ailleurs, il y a ce côté, si je peux me permettre juste, puis je te laisse continuer, ce devoir que j'aime bien de mémoire de ce qui est arrivé. Parce que les médias tendent aussi à nous faire oublier ce qui s'est passé. Alors, si Diego, tu arrives
à retrouver cette Cette vidéo petite vidéo, ouais, bien sûr. que tu as. Je sais pas si tu Elle est peux. sur sur mon Twitter, elle est facilement trouvable de Ok. toute façon. Eh ben, Des on des va la vidéos d'une repasser là minute parce comme ça, il y en a. que effectivement, cette brutalité terrible de la répression policière française pendant les Gilets jaunes, Mm. c'est quelque chose qu'il faut pas oublier, en Non, fait. il faut surtout pas l'oublier. Et puis il faut pas oublier non plus qu'il y a toujours des gens qui sont gilets jaunes qui se mobilisent en France, hein. Il y a toujours des gens qui tiennent des petits ronds-points, qui sont peut-être 2, 3, 4, mais il y a toujours ce gilet jaune est toujours présent en France. Moi, j'en suis sorti il y a 1 an et demi. Bon, déjà, j'étais pas représentant ou leader de ce mouvement, hein. J'ai été, comme je disais au début de l'émission et comme Partie je le dis à chaque fois, prenante et puis partie prenante, peut-être porte-parole, pionnier ou. un des initiateurs du mouvement, Mhm. puisque c'est ce qui a permis de faire connaître ce mouvement sur les réseaux sociaux. Bon gré mal gré, enfin, c'était pas voulu, hein, ça m'est tombé dessus comme ça. Très bien, contact, on avance. Pourquoi Et donc avoir pris de la distance? parce que quand on passe, je crois que c'est Albert Einstein qui disait la folie, c'est de reproduire la même expérience en espérant un résultat différent. Ça. 3 ans de manifestation, sans voir aucune avancée politique et concrète dans la vie des Tangible. gens. Euh, En ayant perdu, comme beaucoup de gilets jaunes, tout un tas de choses, des amis, un travail, de l'argent, on finit par et puis bon, ma vie personnelle a changé. Voilà, j'ai fait ma vie de mon côté. Avant, j'étais avec quelqu'un qui partageait ma vie depuis 13 ans, avec qui j'ai une fille. Et donc maintenant, on fait chacun notre vie de notre côté. Donc changement de vie aussi, qui fait que on se remet en question et on se dit, je peux pas continuer à faire la même chose en espérant que. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, on voit suffisamment de gens blessés et on se dit, bon, je me retire de ça. Les plateaux de télévision, c'est bien, mais en fait, le message est déjà passé 100 fois et ces gens sont pas payés ni formés pour comprendre et remettre en question. Ils sont là pour restituer et faire et mettre en place une ligne éditoriale qui leur est presque dictée, hein, à demi-mot, mais c'est un peu comme un pass sanitaire le fait d'être journaliste. Si vous écrivez pas les articles tels qu'on aime bien les écrire sur la chaîne, bah, on vous achète pas d'articles et donc forcément vous travaillez plus. Et voilà, fin de l'histoire. Et si vous êtes un bon rédacteur et que vous faites des jolis articles qui vont dans le sens du média, ben vous montez petit à petit dans la hiérarchie de la chaîne jusqu'à potentiellement le rêve de tout journaliste, c'est de finir soit présentateur, soit chroniqueur de son propre truc. Voilà. Mais ça arrive peu parce que ceux qui arrivent à ces postes-là sont soit, encore une fois, des gens qui ont, par le biais d'amis ou de liens de collusion, la possibilité d'être pistonnés à ce poste-là, soit parce que ils ont un peu d'argent. Et puis, enfin, de toute façon, c'est toujours à peu près pareil. Pour avoir rencontré Pascal Pro, qui n'est pas journaliste à la base, mais quand on travaille un peu à réfléchir à comment il en est arrivé là, on comprend qu'en fait, il ne faut pas forcément être journaliste, il faut avoir des copains. Oui. Il y Et avait un sketch sur lui là, incroyable. il bossait dans le foot avant, hein, il était Oui, oui, il y avait des acteurs, commentateur. mais qui ressemblaient comme deux gouttes d'eau en plus aux gens qu'il a normalement sur son plateau là. Et puis mais c'est caricatural cette émission, c'est de la pure folie. Le problème, c'est qu'on Et on pourrait ça croire que c'est de passe la crème caricature, quoi. mais c'est ce qui se passe Je sais, ouais. vraiment. C'est ça qui, quelque part, est inquiétant. Ça pourrait être, on pourrait en rire, on pourrait se dire bon, c'est tristement Ouais, ouais, dommage, ouais, ouais. Après, il faudrait mais voir l'audience. Je sais qu'en Suisse, par exemple, le téléjournal, c'est 64 ans l'âge moyen ok. des gens qui regardent la RTS, donc c'est la Mm. télévision suisse. Donc, à mon avis, la télé, c'est à peu près pareil. Les jeunes ne regardent plus tellement la Puis il y a une télé. minorité de gens qui regardent la télé. Bah, si on prend 3 millions d'audience sur une chaîne qui fait beaucoup d'audience, ou même 4 millions, allez, partons sur 4 millions, ça fait pas 10% de la population. À peine 10% de la population. Mais 10% de la population sur combien de personnes en âge de regarder la télévision et de comprendre ce qui s'y passe? C'est pas une majorité. Le problème, c'est que même si ces gens-là touchent qu'une minorité de personnes, ben, dans les débats familiaux, ça crée une espèce de bienséance de pensée collective où, bah, quand on parle, par exemple, toutes les personnes qui voulaient pas se faire vacciner pendant le Covid étaient vues comme des fous, des complotistes. Tous ceux qui étaient des gilets jaunes étaient vus comme des casseurs antisémites, fascistes, racistes, enfin racistes ou de gauchistes, suivant Selon. les chaînes de télévision. Mhm. Et donc ça a un autre effet pervers de diviser les populations, c'est que, enfin, c'est pas un effet pervers, c'est un effet recherché, hein, c'est du contrôle de masse. C'est comment faire en sorte pour que les gens ne communiquent plus ensemble. C'est-à-dire, à partir du moment où j'ai un avis différent du tien, pour éviter un débat sans fin où on tombera pas d'accord, on va arrêter de communiquer. Ça coupe les liens et ça leur permet de faire ce qu'ils veulent. En nous faisant croire, un peu comme un syndrome de Stockholm, c'est-à-dire, ils posent des problèmes, ils en sont acteurs et ils vont nous trouver une solution.
Donc là, le Ouais, fait, ça imite ton geôlier, je crois que c'est ça. Enfin, c'est ouais, ton oppresseur. le syndrome de Stockholm, c'est de croire que son oppresseur va devenir son sauveur Ça va, ouais. et finir par presque en tomber amoureux. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des gens qui sont capables de dire après des années, enfin moi j'ai que 37 ans, je suis encore jeune, il y a des gens qui ont 60, 65, 70 ans qui donc sont plus expérimentés que moi dans la vie politique et qui sont toujours, pour certains, à se dire non mais tous les 5 ans, on peut choisir, si ça vous plaît pas, 5 ans plus tard, vous pouvez changer. Mhm. Et en fait, quand on regarde, il y a de plus en plus de gens quand même qui se disent à quoi sert de voter, puisque de toute façon, que tu en mettes un ou que tu en mettes l'autre, c'est la même chose qui. Alors en plus, nous on parle de l'Europe, parce que l'Europe décide d'une majorité de choses qui se passent dans les pays européens, l'Assemblée européenne. Et donc on est devenu le pays France est devenu l'ombre de lui-même politiquement, et les citoyens français, mais c'est valable pour plein de pays. Quand on voit la situation de la Grèce, c'est pareil, les Grecs, ils sont à bout, Ouais, c'est un pays qui s'est défroqué par le ruiné, FMI, voilà. par l'Europe, par Le l'imposition Portugal, c'est de pareil. l'austérité. Mhm. Enfin, l'austérité, elle a été vécue dans tous les pays du sud de l'Europe très violemment, quoi. Et ça va continuer. Et ça va continuer. Et après, bon, j'ai passé quelques temps en Suède, etc. C'est différent. Il n'a pas l'air de trouver trop la vidéo dont tu parlais tout à l'heure, mais Là, c'est Facebook. Ah non, c'est X. Et il faudrait y aller dans les publications. Dernier post. Voilà. Et en descendant, ça, c'est la conférence de Rouen. Plus tu bas. devrais trouver quelque Voilà, chose. c'est ça, avertissement, c'est celle-ci. C'est là, ok. Celle-là, ouais. Non, voilà, parce qu'après, mais tu disais que tu étais allé dans les pays à l'étranger, ouais? T'as Oui, aussi j'ai été en Suède. En Suède, c'est pareil. D'apparence, c'est un pays qui peut paraître moins touché par tout un tas de choses. Il y a, je sais plus si c'est pas 60 ou 70% de leur forêt qui n'existe plus parce que Ikea, parce que l'Europe, parce que tout un tas de choses. C'est un pays où c'est difficile. Alors, je connais pas ce pays en tant que citoyen. Ce que je sais, c'est que quand je vois leur mode de vie, c'est pas un mode de vie simple et que c'est un pays qui est touché aussi par tout un tas de choses, l'inflation, les réformes des retraites. C'est un ancien ministre suédois qui a mis en place la réforme des retraites là-bas et qui a dit, après l'avoir mis en place, ça a fait exploser la pauvreté chez les anciens. Il faut surtout pas la mettre en place. C'est aussi la Suède, par exemple, qui a voulu tout numériser au niveau de l'argent. Donc là-bas, vous allez dans n'importe quelle petite cabane au fin fond d'une forêt entourée de lacs à 3 heures de toute ville, vous captez la 5G, vous pouvez payer sur un TPE, quoi. Et c'est comme ça qu'ils se payent entre eux quand ils vont faire le fika, qui était une espèce de collation de début d'après-midi, où des personnes de village se rejoignent dans une cahute pour manger, enfin se faire une petite collation, et tout le monde paye avec son téléphone ou avec sa carte bleue, quoi. Et ça, les Suédois commencent à vouloir revenir là-dessus parce qu'ils se rendent compte que quand on paye pas avec de l'argent liquide, eh ben, on perd une forme de liberté qui est très importante, c'est celle de pouvoir être libre de faire ce qu'on veut dans la vie. À toute échelle gardée, hein. Mais je veux dire, du jour au lendemain, là en Europe, on essaie de nous vendre l'euro numérique comme étant quelque chose d'exceptionnel. Si demain les gens acceptent l'euro numérique, qu'est-ce qui empêchera un gouvernement de dire bah, vous êtes opposant politique, vous avez été scanné par une caméra à reconnaissance faciale dans une manif, on va vous foutre une amende automatique de 750 balles avec un retrait automatique sur votre compte et vous serez interdit d'aide sociale ou d'aide pour monter des projets ou acheter crédit une social à maison. la chinoise. Ouais. C'est exactement ça. Je veux dire, là en plus, avec ce qui s'est passé pendant le Covid, il faudrait être stupide. Désolé de peut-être paraître Pour pas insultant, croire que ce genre de choses pour puisse pas croire que ce tenir. soit possible, bien sûr. Je veux dire, on a C'est toutes vrai, les avant, on personnes pouvait qui ont imaginer que envie. c'était hors possible. Mais Enfin, je veux dire, faut être fou enfin, moi, je trouve qu'il faudrait être fou pour se dire que ces gens sont pas capables d'aller jusque-là. Je veux dire, ils ont quand même été capables de nous faire signer des attestations pour nous auto-attester de sortir dans la rue. je Avec sais, des gens ça, qui c'était étaient assez d'accord impressionnant. pour faire ça. Ouais. Avec un périmètre en plus. Avec un périmètre, ouais. Et une durée. C'était pour du Ouais. sport, pour une activité physique, Ouais. pas à plus de 10 ou 20 km. Enfin, moi, là, pour ces données-là, je les ai pas, parce que j'ai absolument jamais respecté ni confinement, ni rien du tout. C'est peut-être, je sais pas, je pourrais peut-être être poursuivi pour dire ça, mais j'ai refusé d'être enfermé comme Il y a un chien en prescription. cage. Oh, je Ouais. pense pas, quoi. En Quand France, il y a toujours des il y a moyens. toujours moyen d'aller. Mais je le revendique, et je suis très content d'avoir refusé d'obéir à ces injonctions complètement
complètement stupide et qui n'avait pas de caractère médical. Je veux dire, moi, quand je suis Oui. sorti, j'ai pas été me promener à proximité de gens qui étaient fragiles, comme je le fais quand j'ai la grippe et j'ai pas attendu qu'il y ait le Covid ou qu'il y ait des tests à faire ou je sais pas quoi. Quand j'ai la grippe, par exemple, à l'époque où mon grand-père était toujours en vie, mais j'allais pas lui rendre visite parce que c'était une personne à risque. Mhm. Et je pense pas que, Ça s'appelle le bon sens. voilà, je pense pas que dans un pays normal, on enferme les gens en bonne santé pour la santé des gens qui le sont pas. On prend soin des gens qui le sont pas en les mettant en sécurité quand ils vont dans le monde de dehors. Oui, ça, c'est si Voilà. on a une intention du bien commun. Ce pourquoi tu On te peut bats avoir de depuis le sérieux début, doutes. mais là, on peut en avoir effectivement de sérieux doutes. Des fois, j'altère entre sont-ils si incompétents ou sont-ils si malfaisants? Non, et c'est une Et erreur. je pense que c'est quand même un peu des deux. Des fois, c'est vraiment des gens médiocres, si Moi, je tu veux. pense que c'est une erreur de croire qu'ils sont incompétents. Ils Ça dépend sont lesquels. Bah, incompétents, séjourner ou comme ça, ils sont tu vois. incompétents dans le bon sens collectif et dans Ou Gabi, comme il dit. ouais, dans l'humain, ils sont peut-être Je vois incompétents, pas la mais compétence. dans les fonctions pour lesquelles ils sont mis en place, Ah, ils sont très compétents. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont les postes. Donc croire Emmanuel tu Macron dis incompétent, pour maintenir le pouvoir. bien sûr. Ça serait ça la mission. Parce qu'au-delà de ça, il n'y a pas grand-chose qui se Maintenir le passe. pouvoir ou alors foutre le désordre. Je veux dire, Hannah Arendt aussi Hmm. disait un truc génial, Bon, ça, c'est c'était facile, effectivement. le plus dangereux dans quelqu'un qui ne croit plus en rien, c'est pas qu'il croit plus en rien, c'est qu'il peut croire en n'importe quoi après ça. Hmm. Donc quand vous avez Ouais, des ça remplit ministres les qui font, vides. tu vois, quand tu as Mhm. des ministres qui sortent des laïus complètement enfin, avec des injonctions contradictoires, des trucs qui sont complètement incohérents, ça permet de semer le trouble, puis ça les arrange. Parce qu'après, encore une fois, si vous avez un ministre qui va sortir un truc à la con, puis un autre ministre qui dit, mais non, mais écoutez, il fait partie de notre groupe politique, mais on soutient pas ce qu'il vient de dire. Ben, ça fait des débats de comptoir à la maison et ça divise les gens. Pendant ce temps-là, les gens ne sont pas en train de dire pourquoi les politiques n'ont pas de mandat impératif, pourquoi nos politiques n'ont pas de mandat révocatoire, pourquoi, en tant que citoyen, je ne peux pas avoir la main sur la participation législative de mon pays, pourquoi les lois sont décidées par l'Europe. Ça, c'est des choses qui sont quand même assez importantes, ça dicte notre quotidien, nos vies et le futur de nos enfants. Juste. Voilà. Moi, la couleur du volet du voisin, si la femme d'à côté met une kippa, un voile, j'en ai rien à faire. Si on a tous le droit de s'exprimer dans un pays qui se dit euh, pour le vivre ensemble et pour le fait qu'on puisse vivre dignement d'un salaire et qu'on fasse en sorte que les gens qui sont à accompagner soient accompagnables et accompagnés réellement avec l'argent qui devrait être mis pour ça, je ne vois pas où est le problème. Hmm. Aujourd'hui, l'argent, on a du mal à comprendre à quoi il sert quand on voit des politiques bouffer du homard, se gosser là. Enfin, je sais pas si Les vous avez vu. réceptions qu'on voit des fois, les foot. Je veux dire là, Réception de château, là. c'est l'enfer. Moi, en tant que Français, des fois, je parle à des étrangers, je me dis c'est l'enfer. Ouais, C'est compliqué. c'est compliqué. Quand on voit quand on voit Elisabeth Borne pouffer de rire à Mayotte, alors qu'ils viennent de vivre l'horreur et qui sont peut-être potentiellement en train de le vivre dans pas longtemps, parce qu'il y a une deuxième tempête qui arrive. Alors, je sais pas si c'était aujourd'hui ou demain. Là, il y a une alerte tempête. Encore une fois, comment on fait en tant que Français pour dire je suis fier de ce qui se passe dans mon pays? C'est pas possible. Je suis fier de ce que En l'état, les c'est compliqué. citoyens. Ouais. C'est très compliqué. Je suis fier qu'il y ait des citoyens dans mon pays qui veuillent pardon, changer les choses Œuvrer au changement, ouais. et qui œuvrent à le faire et qui œuvrent à le faire en ayant connaissance et conscience du fait que ça leur coûte cher. Parce que On en parlera d'ailleurs du prix après. avoir des précisément. convictions dans un pays comme la France, ça coûte très cher. Mhm. Il y en a qui l'ont payé de leur vie, il y en a qui l'ont payé de leurs membres, il y en a qui ont été mutilés, mais même au quotidien, psychologiquement, ça coûte cher. Mhm. C'est pour ça d'ailleurs que le taux de dépression augmente et le taux de suicide augmente. C'est parce que c'est très lourd d'arriver quelque part et de dire mais moi, je suis pas d'accord avec tout ce qu'on nous sort comme conneries à la télévision. Je veux que les choses changent. Ouais. Je veux que les médias arrêtent d'être contrôlés par des multimilliardaires ou des millionnaires. Entre autres, tu vois, mais que c'est un droit d'être informé, c'est un droit constitutionnel. La merde qu'on nous vend sur des plateaux de télé à longueur de temps qui finalement finissent par être contredits. Là, on parle de l'affaire vite fait de Facebook, X qui font sauter les fact-checkers. Et on voit Julien Pain qui nous dit oui, alors oui, effectivement, j'ai été financé par Facebook pour faire du fact-checking qui est en fait pas du fact-checking. J'étais là pour répercuter une parole politique
Et Ouais, il le dit pas comme ça, il mais. le dit pas vraiment comme ça, mais enfin, je veux dire, c'est presque noir Ah non, sur mais blanc. c'est ça. Techniquement, Ah, techniquement, c'est tout à fait ça. il faisait de la Il désinformation. l'avoue à demi-mot, Il mais faisait de la propagande, en gros. c'est une propagande Ni financée plus ni par moins. D'ailleurs, ce qui est assez drôle, et ça, Juan en parle aussi très bien, c'est le fait que... Juan parle bien, tout court. Quand Ouais, je même. vais pas le brosser enfin, Non, je suis non, pas non, je pour le suis pas culte là de la pour ça, mais personnalité, moi, c'est c'est vrai quelqu'un que je trouve qui quand est un même que, technicien. en général, quand il dit quelque chose, tu tends l'oreille, Bah, quoi. Genre, moi, il a cette capacité-là, quand même. pour le connaître un peu, c'est un technicien, c'est un peu un profiler, il aime bien faire une cartographie des choses, il le fait très bien, et tout ce qu'il dit est facilement vérifiable. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est jamais attaqué, hein, pour ce qu'il dit, hein. Crépuscule, dans son bouquin, il a jamais été attaqué Oui, pour ça, c'est fou, ça. Crépuscule. Ouais. Coup d'État non plus. Donc c'est pareil, il faut aussi se questionner sur ce genre de choses. On attaque Juan Branco sur des sujets extrêmement violents qui sont facilement démontrables. C'est-à-dire qu'on peut très bien démontrer facilement que ce qui est fait contre lui est complètement faux. Et dans le même temps, là où il attaque vraiment les sujets de fond, et il nomme les gens, il explique de A à Z, Il n'y a jamais de il contradiction. n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de poursuite. Oui. C'est-à-dire qu'on va aller l'empêcher d'exercer son métier d'avocat, on va pas l'attaquer sur le fait qu'il ait dit que Bernard Arnault ou Xavier Niel ou je ne sais pas quel politique a détourné de l'argent, a fait ceci avec un tel, ou par exemple que Mimi Marchand était dans la prostitution avant, que Xavier Niel avait des téléphones roses et tout ça. Personne l'attaque là-dessus, puisque c'est factuel. Et ce sont des gens qui dirigent nos médias et notre pays. Moi, ça m'inquiète. Après, la voisine, comme je disais tout à l'heure, le voisin, la voisine, il mange du porc, pas de porc, il a une kippa ou un voile, ou il a rien de tout ça. C'est pas mon problème. C'est pas ce qui me motive, et c'est pas ce qui m'anime dans le combat que je mène depuis 6 ans, en tout cas. Mhm. Et ce combat, on peut revoir quelques images. Je crois que Diego est prêt. Est-ce que tu peux nous passer cette vidéo? Merci. Alors, on peut la commenter parce que je crois qu'il n'y a pas le son, hein. Voilà, c'était le Burger King qui avait fait beaucoup de blessés, le commissaire avait couvert. Enfin, il y a eu beaucoup de Matraquage. gestes de matraquage, de violence qui Gratuit. complètement gratuit. Le Burger King, c'était vraiment un matraquage ultra violent de gens qui étaient bloqués. Là, Dans là, la vous gueule, là. venez de voir quelqu'un se faire Manu qui s'est fait éborgner ce jour-là, qui a perdu son œil. Avec tout un discours de alors là, je m'étouffe, Darmanin qui dit je m'étouffe avec Cédric Chouviat, qui juste après la mort de Cédric Chouviat, qui est un papa qui s'est fait contrôler par la police et qui s'est fait étouffer lors d'un contrôle routier. Darmanin avait sorti quand j'entends violence policière, je m'étouffe, quoi. C'était ignoble de sa part. Avec Ah là, c'est ce que le j'ai dit tout à fameux, l'heure. voilà. Ouais. Le fameux nous ne sommes pas dans le même camp, madame. Ouais. Voilà. Et ça, c'est vraiment extrait. Il y a évidemment une littérature quasi infinie de ce genre de violence. Est-ce que tu as l'impression que la Mais- violence directe, étant donné que les gens sont plus dans la rue, a reculé un petit peu, ou ce genre d'acte Ah non, policier et ça quotidien? existe toujours. C'est juste moins médiatisé. Voilà. Le problème, c'est que ça existe, mais c'est moins médiatisé. Là, quand c'était les Gilets jaunes, il y avait plus de monde à Tu pouvais matraquer, et pas donc c'était l'effacer, quoi. plus Plus médiatisé. difficile de le... Un petit aparté de 2 secondes. Si vous êtes manifestant, si vous êtes primo-manifestant, si vous êtes intéressé par les manifestations, et que vous vous retrouvez un jour dans un lieu de manifestation où il y a du monde, n'oubliez jamais de filmer la police. Un peu plus bas. Pardon. N'oubliez jamais de filmer la police. Parce que ça peut vous sauver la vie. Ça peut vous sauver la vie, ça peut être retenu contre eux lors d'un... Parce que, pour exemple, Jérôme Rodriguez qui a été éborgné, les caméras qui étaient sur la place, et il y en avait un paquet, ne fonctionnaient absolument pas. Comme, on pourrait dire comme par hasard, mais il n'y a aucune caméra qui a pu retransmettre des Une images. caméra publique, tu dis? Caméra publique. C'est-à-dire que les rares images qu'on a de ce qui s'est passé quand il se passait quelque chose avec quelqu'un, c'est les images des gens qui ont filmé autour. Preuve que la violence d'État est délibérée et organisée, puisqu'après cachée. Bien sûr, mais ça c'est pareil, je l'ai documenté. Je travaillais pour Quartier Jaune à l'époque en tant que journaliste chroniqueur, où j'avais ma propre émission. Diego d'ailleurs a fait des montages pour ces reportages, où on démontre vidéo à l'appui avec bande sonore que la police, j'ai un policier sur un des montages qu'on a fait où on entend le policier dire nous on est payé pour faire la merde de l'État.
et qu'il dit clairement. On entend aussi plusieurs fois sur les radios privilégier le contact direct. De toute façon, dans 5 minutes, tout le monde C'est dégage ça. avec perte et fracas. Donc le problème, encore une fois, c'est pas forcément le policier le problème. Il y a des mauvaises personnes dans tout. Enfin, c'est la population qui fait qu'il y a des gens qui sont bons et des gens qui sont mauvais. C'est pas l'uniforme. Mais l'institution policière est utilisée à des fins politiques. Et les bonnes personnes qui sont dans la police, soit subissent des pressions, donc finissent par quitter l'institution, soit se suicident, parce qu'il y a aussi des suicides dans la police, soit tentent de le dénoncer, comme ce qu'avait fait euh, Alexandre Langlois ou Noah Manoir, qui faisait partie de Vigipolice, qui était un syndicat policier. J'ai même interviewé Laurent Nguyen, qui était un CRS à l'époque. Et qui dénonçait le fait de recevoir des pressions hiérarchiques avec le fait potentiel de se voir bloquer son évolution de carrière, de prendre des jours d'arrêt, d'avoir des pertes de salaire, etc. Donc la plupart des policiers qui ont été formés et qui sont entrés dans la police sous le mouvement des Gilets jaunes ont été d'abord des jeunes. Ensuite, les tests d'entrée pour entrer à la police ont été diminués dans dans leur niveau. Et puis, le fait d'avoir des jeunes, ça permet de les formater. Donc, quand vous mettez des jeunes dans la police, d'ailleurs, on l'a vu entre le début et la fin des mouvements de rue de masse. Au début, on avait des fonctionnaires de police qui étaient assez âgés, qui avaient une carrière déjà, et puis qui étaient plus sur la retenue, plus sur la désescalade, et plus sur le fait que, ok, bon, en face de nous, on voit que c'est des gens. Enfin, ces gens-là, on les croise tous les jours dans nos vies, quoi. Et par la suite, on a vu beaucoup plus de jeunes, beaucoup plus de bavures, la création des Bravem, de la CRS 8, avec des policiers non identifiables qui jouaient de la matraque comme ils iraient jouer au golf. Enfin, c'était vraiment roue libre, quoi. Mhm. Et ça, malheureusement, c'est dans tous les pays du monde. Tous les pays du monde qui ont ce système de fonctionnement, cette hiérarchie politique, s'apprête à avoir des affrontements euh, plus Mhm. intenses que ce qu'étaient les Gilets jaunes, parce que Mhm. finalement, les Gilets jaunes, à part quelques vitrines cassées et poubelles brûlées, il n'y a eu pas eu de Et là aussi, c'est un violence à proprement parler. symptôme d'une violence d'État, donc ils sont, Exactement. j'imagine, complètement conscients que Personne n'aurait ça été dans les rues va naître. si le système était fait différemment. C'est ça. Genre moi j'avais autre chose à foutre que d'aller me faire gazer et C'est matraquer une tous les question week-ends. de temps. Ouais. Alors, Clairement. ces outils de répression, on a parlé de la violence directe. Elle dénote, selon moi, aussi une peur, hein, une menace. Que s'ils pensent que vous êtes ridicule et que vous n'allez rien faire, ils vous taperaient pas. Il n'y aurait pas besoin. Bien sûr. Donc, malheureusement, ça montre qu'effectivement, il y avait, Une comment, inquiétude voilà, sur quelque sérieuse. chose qui était menaçant pour le pouvoir. Donc, de facto, que ça allait dans la bonne direction. Donc, la répression par la force, c'en est une. Toi, tu m'as expliqué plein de choses et je voudrais revenir là-dessus sur le partage des autres outils de répression ou d'intimidation qui ne sont pas forcément de la violence directe, qui peuvent être le bâton ou la carotte. Euh, alors, je pense que tu es le bon exemple parce que Malheureusement, ils oui. ont un peu tout essayé. C'est par là avec toi, Presque enfin tout. presque tout. Presque tout. Alors, dis-moi un peu qu'est-ce qu'ils ont essayé. T'as la menace physique. On m'a braqué une arme sur la tempe. Donc ça, Euh, c'est de l'intimidation, de la menace Bien sûr, direct. Après, tu directe. as les menaces financières, les amendes pour un rien, pour un oui, pour un non, les 135 € d'amende pour participation à manifestation T'en as dans un. pris. J'en ai pris qui ont toutes sauté, hein, mais parce que c'était sur des motifs qui étaient illégaux. On Ok. a le droit de circuler. Et c'est comment t'as fait pour les faire sauter Alors, j'ai fait moi-même des demandes des- de contestation, et puis il y a aussi un de mes avocats, David, qui m'avait aidé là-dessus. David qui faisait partie à l'époque d'un collectif qui s'appelait Robe Noire et Gilets jaunes. C'était un collectif Ouais, d'avocats qui s'était solidariser avec le mouvement et qui solidarisé faisait son et boulot. qui proposait gratuitement Ouais, ses services pour des actions collectives, quoi. mais j'imagine qu'il y en a qui ont dû raquer aussi. Ah, il y en a Vous n'avez pas qui. tout fait Ah non, il sauter. y en a qui ont payé. Parce qu'encore une fois, le fait d'être médiatisé permettait au gouvernement de nous mettre des pressions, mais aussi d'éviter qu'on en ait trop. Tout ça encore dans le but de diviser. Et je m'explique pourquoi. Si vous allez dans la rue et que vous êtes moins, que vous bénéficiez entre guillemets d'une forme de souplesse dans la violence financière, par exemple, alors que les autres personnes, eux, se font amender Sans systématiquement discussion. avec une possibilité de dire attendez, non, moi je veux pas payer, et puis j'ai des raisons, et puis voilà, eh ben,
forcément, quand vous allez dans la Division. rue, il dit, attends, toi, normal que tu ailles dans la rue, tu payes pas tes amendes, tu les contestes et ça marche. Moi, c'est la 4e fois que j'y vais, 4e fois que je prends 135 € Mmh. et que je paye en Oh, c'est majoré. insidieux, hein, c'est pervers ça. C'est insidieux, mais c'est de la division encore. Clairement. Et donc, C'est un de leurs outils favoris, hein, à la si tu division, marches ça au marche mieux. très bien, hein, Enfin, ça a très bien marché, oui et non, parce qu'au finalement, on a essayé collectivement de trouver des solutions avec Robe Noire et Gilets jaunes, avec des gens qui participaient Mmh. collectivement pour payer des amendes à des personnes qui n'avaient pas les moyens. Et puis ça a été de la division à différents niveaux. Par exemple, le fait de ne pas pouvoir trouver un boulot en France, parce que à l'époque, quand tu es hyper médiatisé comme opposant politique, tu vas voir un patron, tu dis je voudrais travailler, je cherche du boulot. On te dit on vous rappelle, mais on te rappelle jamais. Parce que avoir une personne qui est médiatiquement impliquée et qui est facilement reconnaissable à travailler dans son entreprise, c'est compliqué, parce que ça voudrait dire assumer une opinion politique. Et pour une entreprise, c'est pas son rôle. Je veux dire, je dis une bêtise, hein, tu as une boîte de plomberie. Quand tu vas chez un client, la boîte, elle a du mal à expliquer comment ça, madame, vous aimez pas les gilets jaunes et vous avez monsieur Nicole qui est en train de vous faire votre évier. Je suis vraiment désolé. Tu vois, donc c'était compliqué à gérer pour les employeurs et on a tous eu, toutes les personnes médiatiquement impliquées ont eu des problèmes de boulot, hein. Jérôme a perdu son boulot, Eric à l'époque aussi, moi aussi. Enfin, et ça a été dans toute la strate toute la strate l'éventail des gilets jaunes. C'est-à-dire que même les gens qui n'étaient pas médiatiquement impliqués, le fait de dire je soutiens les gilets jaunes dans sa boîte, c'était très mal vu. Donc ça a isolé psychologiquement les gens. Au départ, ça nous a rassemblés. Ce fameux gilet jaune a permis que tout le monde se reconnaisse Mmh. dans des valeurs communes. Donc même en n'ayant pas toutes les valeurs qu'on peut avoir en tant qu'être humain qui soient cohérentes avec son voisin, on avait au moins celle-là. Et ils ont réussi à inverser la machine. Avec le temps, ils ont réussi à faire en sorte que le gilet jaune devienne un problème. Le fait d'en parler devienne un problème. Le fait de le revendiquer devienne un problème. Alors, c'est pour ça tout à l'heure que je te disais, c'est dans un pays comme la France, aujourd'hui, c'est très difficile d'avoir le courage de ses convictions et de les afficher publiquement. Parce que ça coûte cher. Alors, on peut le voir de deux manières. Soit ça coûte cher parce qu'on veut rester dans un cadre social et donc on n'a pas envie de le perdre, on n'a pas envie de perdre son confort. Et bon, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui perdent plein de choses et des fois c'est un fil de péter les plombs parce qu'il ne reste pas grand-chose à perdre. Il y a aussi beaucoup de gens qui ont changé de vie, comme moi ce que j'ai pu faire, et qui aujourd'hui se disent j'ai bien fait de changer de vie parce que les amis que j'ai aujourd'hui sont en accord avec mes convictions, ou du moins je me suis fait un cercle d'amis qui est beaucoup plus sain que des gens qui finalement en fait se posent pas de questions, suivent, consomment, payent et puis critiquent tout le temps en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont réactionnaires, mais qui quand on leur demande de participer à des choses, sont dans le mais qu'est-ce que tu veux faire? Bon, de toute façon c'est la faute des autres. Ok. Acheter, parce que ça peut marcher. Se faire acheter. Corrompre, c'est aussi une stratégie qui a été utilisée contre toi. On t'a proposé des choses, Ouais, des... voilà, alors j'en ai pas parlé parce que moi ça n'a pas fonctionné. On m'a proposé Oui, mais des quand même, je postes, crois que ça dit quand c'est même. vrai, Pour moi, ça dit aussi. beaucoup de toi, hein, ou de ceux qui, Ça, parce qu'à mon avis, ils l'ont fait avec beaucoup de gens. Et là, ça montre une force morale et une dignité qui est bien supérieure chez le ces pire, gens c'est qu'on l'a exposé qui combattent publiquement. la justice et la violence systémique. Après c'est pareil, c'est une question de dire pourquoi je me bats. C'est Moi, vraiment ça, ouais. j'ai C'est la une fille conviction. qui vient d'avoir 14 ans là. Euh, Si j'accepte de prendre une valise de billets ou un poste, quand je rentre chez moi, qu'est-ce que je lui apprends à ma fille? Que dans la vie, il faut vendre son cul, vendre son âme pour vendre ses idées. Tu vois? Il y a tellement de choses à faire dans la vie en accord avec ses convictions qui peuvent rendre heureux, plutôt que d'accepter ce genre de truc. Moi, et puis après, il faut l'assumer devant les gens. Accepter quoi? Un poste de ministre Euh, j'avais rendu public le fait que Joachim Sonforger, qui est un ancien député de La République En Marche, avait quitté le parti et m'avait proposé, alors il a eu mon téléphone, je sais pas comment à l'époque, je crois que ça doit être par le biais d'Alexandre Benalla, qui m'avait envoyé des messages sur Twitter pour essayer d'organiser une rencontre qui n'a jamais eu lieu d'ailleurs. Mais passons, ce député me propose, me dit voilà, je vais faire une liste aux européennes, je voudrais que tu sois sur la liste, et puis comme ça, quoi qu'il arrive, on s'arrange, Et donc je lui réponds, mais c'est hors de question. Et bon, ça en reste là, je publie l'échange des messages sur les réseaux, etc. Puis un jour,
Jérôme Rodriguez arrive à avoir un live avec ce député. Et quand je les vois en live tous les deux, j'envoie un message à Jérôme. Je lui dis fais-moi monter sur le live, que je puisse discuter avec ce gentil jeune homme. Et donc j'arrive sur le live et devant toutes les personnes qui regardaient en direct, je lui fais avouer qu'il m'a bien proposé un poste et que je l'ai refusé, quoi. Alors il a souri les 5 premières minutes de mon apparition. Après, il souriait plus du tout, mais plus du tout. Et le problème, c'est que c'est monnaie courante, mais que ce soit dans les médias, dans le monde du cinéma, dans le monde de la politique. Le fait de te dire, C'est de l'entrisme. Ouais. exactement. Et puis c'est le problème, c'est que après, si jamais tu commences à, moi, c'est l'expression que j'ai utilisée, mais c'est exactement comme ça que je la vois en fait. Si tu commences à manger à la gamelle, après on te jette le petit os pour que tu ailles le chercher, quoi. Une fois que tu manges à la gamelle, t'es à quatre pattes, c'est fini. Et ils peuvent te mettre n'importe quelle pression. C'est-à-dire que du jour où tu acceptes quoi que ce soit venant d'eux, tu deviens leur poupée. Et on le voit dans le monde du cinéma, on le voit, je prends l'exemple de Pierre Palmade. Pierre Palmade a été couvert pendant des années. Il vient à ôter la vie de quelqu'un, et tous ses amis, tous les politiciens, qui doivent peut-être sûrement avoir des dossiers dont on n'a pas connaissance, ont pris sa défense en disant le pauvre, il a des problèmes d'addiction, il faut le comprendre, c'est pas simple, il faut se mettre à sa place. Non, tu es un consommateur de stupéfiants qui tue quelqu'un sur la voie publique, tu dois être condamné comme n'importe quel consommateur de stupéfiants qui prend la vie de quelqu'un dans un accident où tu es impliqué sur la voie publique. Copain, pas copain. Et c'est là aussi où on voit que nos institutions, elles peuvent être dévoyées de leur fonction parce que la justice, quand vous avez aujourd'hui euh, quelqu'un qui vend une barrette de shit qui prendra plus de prison que quelqu'un qui viole, par exemple. Quand vous voyez qu'un député qui fait un accident et qui enlève la vie de quelqu'un fera du sursis, une peine moins de 3 ans, aménageable, que la plupart finalement ne feront jamais. Mais que quand, par exemple, on prend un citoyen qui a oublié de déclarer 100 balles au fisc, on va lui envoyer un contrôle fiscal, on va lui saisir tout ce qui est saisissable pour 100 balles. Euh, tu vois, le deux poids, deux mesures. Et on le voit aussi pendant le mouvement des Gilets jaunes. C'est-à-dire que les ordres du gouvernement à l'époque ont été d'avoir une justice rapide, efficace et hyper violente, quoi. On a eu 10 000 arrestations préventives la première année et 1000 peines de prison. Quand des mecs comme Cahuzac, comme Sarkozy, mettent des années à être condamnés, et au final, quelle condamnation. Oh, enfin, je veux dire, quand on voit ces gens-là, ça donne envie d'aller voler de l'argent public, de détourner 300, 400, 500 millions et puis de payer 30 000 balles d'amende. Parce que finalement, c'est ce qui se passe. Ils détournent des fortunes, ils font ce qu'ils veulent, et puis ils payent une misère. Là, c'est les individus. Évidemment, le même schéma se reproduit avec les multinationales ou les grandes Exactement. entreprises, encore Oui. 100 fois plus ou 1000 fois Parce que plus. quand on voit tous 3 les jours. milliards de Oui. fraude fiscale aux aides sociales, on parle de fraude fiscale. Quand il y a 1300 milliards d'évasion fiscale, on parle pas de fraude fiscale. On parle d'optimisation ou d'évasion fiscale. Tu vois, et c'est ce qui se passe en France. On a 1300, alors c'était 1300 en En 2022, Suisse, c'est pareil. mais c'est plus de 1000 milliards de De fraude nouveau, au tu vois, final. on dérive le marginal pour qu'on évite de parler de l'essentiel. Toujours pareil. Toujours. Donc ces schémas se retrouvent. De l'argent, j'imagine, ça peut être possible, des postes, donc toi tu as parlé de postes, mais ça peut être de l'argent ou Ça peut être, en fait, c'était ça des peut être cadeaux, enfin des situations sociales, des choses qui ont été des proposées cadeaux, comme ça. des cadeaux à proprement parler. Non, on va proposer de l'argent, on va proposer des postes. En pleine émission alors c'est politique, je crois. J'étais avec l'ancien ministre des numériques qui s'appelait Mounir Majoubi. Et en pleine émission, le ministre me propose de m'aider à trouver un poste après l'émission. Et en plein direct, il me dit ça. Je lui dis, mais pourquoi moi? Pourquoi? Parce que je suis médiatisé, vous allez me trouver un poste. Comme à chaque fois, Macron qui dit, non mais venez, son numéro, venez, on va lui trouver un boulot. Vous voyez, moi je suis président, je l'ai aidé à traverser la rue Du VAPUP. et je lui ai trouvé un boulot. D'ailleurs, c'était un truc Il un peu... suffisait qu'il traverse la route. Bien sûr, évidemment. Enfin, ce que les députés de La République En Marche qui se sont trouvés démissionnaires après le remaniement ont eu du mal à comprendre, parce que même en traversant la rue, on les entendait pleurer en disant que c'était l'enfer pour eux, après avoir participé au gouvernement Macron, de trouver du travail. Et j'espère que ces gens-là vont comprendre ce que des millions de gens vivent dans le pays, parce qu'il y a quand même, faut le dire, on est à 11 millions de gens en France qui vivent en dessous du seuil de pauvreté dans un pays de 67 millions de personnes.
qui produit plus de 3000 milliards de produits intérieurs bruts. Mais avec une dette qui dépasse le PIB de toute façon. Donc, En pillant les pays du Sud en même temps et en mettant encore exactement. plus de gens qui ne sont pas forcément français, pour le coup, dans la misère. Hum, Donc, le parti de Juan Branco, il y a ce symbole de l'abeille, hein, et je crois qu'il y a des groupes de travail qui s'appellent Les les ruches. ruches, hein, Mm. c'est comme ça que ça se présente. Donc là, ce serait un moyen en passant par le système. Moi, je suis toujours un peu inquiet. Alors, je pense qu'il faut utiliser et essayer toutes les armes. Moi, je suis toujours celui qui dit, bah, on verra bien, essayons, et puis on sera moins con après. Mais il ne faut pas non plus être naïf. Quand on utilise une institution ou un système, on risque fortement d'être aliéné par ce dit système aussi. Tu Alors, vois, ça te monte dans le cerveau. complètement. Potentiellement, ça te monte dans le cerveau. Et à long terme, je suis quasiment sûr que ça ne peut pas faire autre chose que te monter dans le cerveau. Bah, c'est clairement ce qui se passe, c'est le syndrome du bris, hein, la prise de pouvoir qui t'enlève toute forme de prise de conscience de l'état actuel des choses. Tu as l'impression d'avoir la science infuse parce que tu as une vision globale de ce qui se passe et donc tu prends forcément la bonne décision parce que tu as réfléchi. Syndrome du bris, quoi. Le, le- le but, enfin en tout cas moi, ce que je fais et Ce que tu pourquoi, comprends de la démarche. ce que je comprends de la démarche, c'est qu'il y a une volonté de faire tomber ce système de corruption et de mettre en place ce fameux référendum d'initiative citoyenne en toute matière, qui permet à la population de plus passer par des représentants qui maîtrisent le législatif, le constitutionnel, l'abrogatoire ou le révocatoire, mais que ce soit la population qui récupère ce pouvoir. Ce qui doit être le cas dans une démocratie. Maintenant, est-ce que ça va fonctionner? Oui, mais Je c'est sais un pas. outil. Enfin, fonctionner quoi? Fonctionne d'arriver à faire ça ou D'arriver à fonctionner mettre ça si en, on fait ça? d'arriver à mettre ça en place. Bon, dans un Après, on premier a, temps, ça va être Après, on n'a compliqué, jamais mais... essayé de mettre ça en place, donc on peut pas faire pire que ce qui se passe aujourd'hui. Je veux dire, si on fait participer collectivement tout le monde, on aura déjà plus, je pense, de participation que ce qu'il y a actuellement quand tu vois les votations. Je dis, il y a 60-70% d'abstention Ouais. vote blanc, donc tu as 30% de la population votante. Alors, de mémoire, la population votante doit être aux alentours de 45 millions en France. Donc ça te fait, t'imagines, ça fait 30% de ça qui votent. Donc on est sur à peine 15 millions de personnes. Je pense que du jour au lendemain, si les gens comprennent qu'on peut, un peu comme ce que vous avez en Suisse, qui est pas parfait non plus, qui est perfectible sûrement, mais vous avez 4 votations par an où on vous fait participer au législatif, où vous avez la possibilité d'interagir sur le constitutionnel. Il y a des choses sur lesquelles vous pouvez pas revenir, comme par exemple la peine de mort, ce que je trouve plutôt normal. Mais nous, on peut revenir sur rien du tout. C'est-à-dire que si tant est que la population propose, par le biais d'un référendum d'initiative partagée, qui n'est donc pas à l'initiative de la population, mais à l'initiative des parlementaires, si tant est qu'on puisse le faire, le résultat des référendums n'est que consultatif en France. Ce qui est un problème aussi. C'est-à-dire, ça ne détermine pas l'action du gouvernement. Comment on fait? Enfin, je veux dire, voilà, on est quand même dans un système où il y a tellement de Bien choses sûr. qui montrent que c'est pas possible sur le long terme que ça fonctionne comme ça, qu'on n'en est plus à se demander de savoir si Et ça va. Si ça on le va voit parce que là, il n'y aura pas de sortie de crise qui va réussir à rétablir un semblant de stabilité ou un non. semblant de confiance tant qu'effectivement, il n'y aura pas de changements majeurs qui seront opérés. Alors, l'initiative, nous, ce qu'on appelle l'initiative ou le référendum, quand c'est des lois qu'on peut contrer, si tu veux. L'initiative, c'est quand nous, on dépose une idée en tant que peuple, hein, avec 100 000 signatures. Le référendum, c'est quand on contre une loi avec, je crois qu'il faut 50 000 signatures au niveau national, mais ça peut aussi se faire à différents degrés. Nous, c'est Elle est 3 intéressante parce que millions c'est un ou outil 4 millions. de démocratie directe, mais elle est dangereuse aussi selon les modalités de son application. C'est-à-dire que si tu mets un nombre de signatures trop grand, etc., ça peut poser problème. Après, si les financements pour les différents partis, il est complètement inégal, parce que c'est ce qui se passe souvent en Suisse, c'est-à-dire qu'on est très opaque sur d'où vient l'argent des partis. Du coup, tu as une question qui est posée genre au début de la campagne, et puis tu as 60% des gens qui disent oui, 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 oui. Puis après, pendant 3 mois, dans tous les médias, sur toutes les affiches, dans toute la région, ils martèlent le truc. Ouais, Oh, bien c'est sûr. super dangereux, c'est une vraie fausse idée, blablabla. Et puis hop, pof,
on arrive à Ouais. refuser des trucs pour le bien commun parce que justement cet organe de la communication et de la propagande, elle est tellement bien huilée que les puissants, ils arrivent quand même à manipuler. Donc, c'est un outil, C'est un outil qui doit être mais c'est pas la panacée. en Exactement. complémentarité C'est la, de c'est la, garde-fous. c'est aussi la culture qui Oui, doit mais changer. ça doit être complémentaire avec des Mm. garde-fous. C'est-à-dire que Exactement. quand Tu tu vois disais que les réseau médias Quechua sont et autres. capables de faire de la propagande, les gens qui travaillent sur le RIC en France travaillent sur le fait que tu dois avoir une campagne complètement neutre, obligatoire. C'est-à-dire que tu dois avoir le même temps qui dit non et le même temps qui dit oui. Le même temps de parole pour les gens qui sont pour, le même temps de parole pour les gens qui sont contre. Quelque chose d'obligatoire et de chronométré. Enfin, c'est pas de Oui, mesurer, oui. etc. Avec interdiction. Et puis, le fait que les médias redeviennent des presses, des presses citoyennes, c'est-à-dire financées. On nous prélève un impôt qui finance l'audiovisuel public. On ne choisit absolument pas où va notre argent, encore une fois. Et donc c'est pour ça que ça finance des trucs comme Hanouna, Love Story, les ch'tis à Miami, enfin ce genre de trucs. Maintenant, si tu redonnes pareil la possibilité aux citoyens de dire j'ai une enveloppe annuelle en tant que citoyen de, je ne sais pas, par exemple sur mes impôts de 300 ou 400 euros, je dis une bêtise, hein, c'est pas forcément ce montant-là, mais pour dire, et j'ai le droit de choisir entre trois médias ou quatre où je veux mettre mon argent. Je veux financer une chaîne publique, je veux financer une chaîne de divertissement et une chaîne je sais pas moi, une chaîne scientifique, admettons. Mais ça permettrait de savoir où va l'intérêt de la population et puis que ces chaînes, elles soient contrôlées par un CSA indépendant, par quelque chose qui fonctionne vraiment. Parce que Mhm. le CSA pour Des garde-fous, des l'audiovisuel, garde-fous, des garde-fous, quoi. bah, oui, et puis quelque chose qui tourne. Vous Mhm. avez par exemple les 7 sages. Les 7 sages, c'est un sage tous les ans. Quelqu'un peut pas faire 2 ans d'affilée. Ça évite déjà que quelqu'un soit corrompu sur du long terme. Macron, ça fait 7 ans qu'on se le Voilà, coltine, quoi. ça enlève Tu vois? une partie de l'hubris, c'est moi le président. Voilà. Déjà, tu Ça imagines ce enlève que pas ça fait à ta tous les tête quand tu dis problèmes, non, non, non. mais ça désamorce Oui, oui, oui. certaines causes. Et puis on peut s'inspirer. Enfin, en Suisse, il y a des outils plus démocratiques qu'en France, puis d'autres certainement moins, notamment au niveau de la transparence. On n'est pas très connu pour notre transparence, hein. Alors même si on était un peu contraint ces dernières années à Ça- arrêter de cacher l'argent français, mais ça c'était les Américains qui voulaient pouvoir cacher l'argent eux tout seuls. Mais bon, bref, je c'est une pense que bonne les Suisses chose. ont caché un peu d'argent de partout de la planète. Ah oui, complètement. Mais ça devient de plus en plus difficile et c'est une bonne chose, mais c'est aussi des jeux de pouvoir. Donc d'aller s'inspirer, j'aimais aussi ce message-là de Juan Branco qui disait que dans cette campagne, bah, c'est quelque chose aussi de nouveau, qui n'a pas encore forcément été essayé sous cette forme-là, et qu'il fallait être humble et puis aller apprendre de ceux qui ont déjà essayé certaines Mais c'est choses, exactement qu'ils ce soient qu'il faut faire. positifs ou négatifs. Et du coup, je trouve que c'est une super initiative et je me réjouis de voir où ça mène. Alors, je ne suis pas français, mais tout mon soutien. Et puis, si vous avez besoin d'un Euh, média neutre, je ne suis pas neutre du tout, moi. Non, mais Je vous de soutiens. toute façon, c'est pareil, la presse aujourd'hui, qui est neutre dans la presse? Il n'y a aucun organisme d'État qui est neutre. Il n'y a pas de journaliste neutre, Non, non, ça non. n'existe pas. Enfin, ça n'existe vraiment pas Moi, un je trouve qu'il faut être journaliste neutre. honnête. Là, si tu veux neutre, ça ne veut pas dire grand-chose. Il faut assumer le fait d'avoir des opinions et puis dire voilà, je suis un média qui donne la parole, je donne aussi mon opinion. C'est ça qui est important dans la société aussi, c'est de pouvoir débattre dans la contradiction. C'est pas de vouloir avoir une chaîne de propagande qui dit oui à tout, qui invite que ça, qui parle que de ça, qui voit que ça comme ça. Surtout Sinon, si c'est déjà le pouvoir en place, d'ailleurs. exactement. Et puis là, moi, ce que je dis, tu vois, c'est une opinion. Mais je suis très content quand j'ai des gens qui me contre-argumentent et qui me disent, écoute, sur ce truc-là, c'est peut-être, il manque ça. Par exemple, les gens du RIC, dont un ami qui regardera peut-être cette émission qui s'appelle Benoît, le Benoît, que j'arrête pas de tacler parce qu'il me ponce le cerveau de précision sur le référendum d'initiative citoyenne en me disant, les escrocs se cachent dans les détails, il faut que ce soit clair. Et donc, il a raison. Sauf que je suis pas expert du RIC. Et justement, c'est ça aussi où il faut être humble. Et c'est pour ça que je disais que je veux pas de poste et que je vais participer à cette campagne pour tenter que dans mon pays soit mis en place ce genre de choses qui, à mon sens, est le plus important. Tendrait vers la Et ensuite, il y a des démocratie. gens qui sont plus compétents que moi qui se Mhm. chargeront de faire en sorte que des sujets sérieux soient réfléchis, soient construits. Et moi, à ce moment-là, j'aurai mon rôle de citoyen actif politiquement et je prendrai mon bulletin de vote et je me renseignerai pour le pour et pour le contre et je donnerai ma voix. Et C'est de, pour ça que je lutte, tu vois. ouais, et de manière ultime, c'est de voir quoi en rêvant. Tu veux Je voir suis pas quoi advenir? je suis pas un utopiste. On peut pas rendre le monde parfait. C'est pas possible.
Ce On serait est d'accord, complètement. nous-mêmes, on ne l'est pas. Et voilà, on peut pas rendre le monde parfait. Ce Qu'est-ce qu'on que ça peut voudrait faire, dire? ce qu'on peut tenter de mettre en place, c'est un monde où les inégalités soient limitées. Tu peux pas avoir dans un monde comme le nôtre aujourd'hui, c'est pas normal que tu aies des gens qui gagnent des milliards pendant que des gens crèvent la dalle. C'est pas logique. Je veux dire, n'importe quel. On peut laisser ça à une espèce sous-évoluée, les fourmis, j'en sais rien, peut-être, ils sont peut-être même, ça se trouve, plus intelligentes que nous dans leur Plus monde égalitaire. dans notre mode de fonctionnement. Mais je veux dire, on est des êtres humains. Lisez Bernard Werber, Les fourmis. Sa mère. On est des êtres humains, donc je pense qu'à un moment donné, il faut mettre fin au fait que des gens puissent tout s'accaparer pendant que des gens crèvent la dalle. Et c'est pas pour que. C'est pas du bon sens, ça aussi. Mais pourtant, Ouais, et puis après, on peut pas mettre tout le monde sur un pied d'égalité parce que sinon ça veut dire que tout le monde surconsommerait dans une planète où les ressources sont limitées. On peut pas non plus. Moi, j'ai pas envie de consommer comme le mec qui est multimillionnaire, qui vit en yacht, qui se balade en hélicoptère et qui fait 150 voyages par an, tu vois. Ça m'intéresse pas. Et clairement, je trouverais pas ça logique de mettre tout le monde à ce niveau-là. Mais je pense que essayer une suffisance de dignité. et en réduisant les inégalités pour que les gens puissent vivre correctement et que les gens qui ont beaucoup d'argent puissent pas faire n'importe quoi. À un moment donné, quand tu as des gens qui sont blindés de thunes et qui font 45 voyages en jet privé par an, qui viennent te dire en costard cravate, alors écoutez, je bouge en jet, mais serrez-vous la ceinture. Mais du coup, t'es pas d'extrême droite. On Non. m'avait dit que t'étais d'extrême. Non, je déconne. Oh, t'as lu Wikipédia, toi. Non, je suis pas. Non, 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 Je suis ni, c'est- ni d'extrême droite, déconne. ni d'extrême gauche. En fait, c'est ça aussi qui m'énerve des systèmes politiques d'aujourd'hui. C'est que t'as une gauche, une droite, une extrême droite. Oui, Et que du coup, c'est mettre les gens dans des cases aussi. C'est on te dit foireux. t'es de gauche, donc forcément t'es d'accord avec toute la gauche. Moi, je lis un programme de gauche, il y a des choses sur lesquelles je peux m'entendre, des choses sur lesquelles je peux pas m'entendre. Et je lis des programmes de droite, c'est la même chose. Et après, dans les deux extrêmes, j'ai du mal. Moi, j'ai toujours mis en question cette idée partisane. Parce que du coup, ça altère déjà ton psyché de dire je fais partie d'un camp. Et j'ai fait un peu de politique et je le voyais, mais à un très bas niveau. Que c'est déjà comme quand tu fais du foot, tu portes pas le même maillot. Donc, a priori, tu vois, on Nous va ne pas sommes pas dans le s'entendre. même camp d'âme. Ouais. Eh bah ouais, voilà, exactement. Ça crée des tensions. Donc, le côté partisan, je peux comprendre qu'il peut aider à rallier, Là, ce qui mais va se passer au-delà de ça, avec je Juan pense que Branco, c'est c'est très les mal partisans utilisé. d'un intérêt collectif. Tu Hmm. vois, plutôt que les partisans d'un groupe politique avec un esprit obtus et des idées bloquées. Là, l'intérêt, c'est de réunir le plus de monde possible, peu importe le bord Sur politique une idée, en fait. sur une idée, sur le fait de dire, bah, écoutez, je pense que collectivement, on est quand même assez intelligent pour essayer de trouver des solutions à des problèmes qui nous concernent tous, on n'est pas des enfants. Le problème de la politique aujourd'hui, c'est on nous prend pour des enfants, des consommateurs purs et durs. Nous sommes les sachants, nous sachons. Tu vois. Mais c'est ça. En plus, ils nous prennent pour des cons. Donc, vraiment. Et je pense que c'est hyper important de leur dire, mais dans la population, si tu savais le nombre de gens que j'ai croisés qui ont une intelligence, mais incroyable, des gens, tu leur mets 3 trucs dans les mains, ils te font des Oui, c'est miracles. ça, parce qu'il y a aussi ce problème de croire que l'intelligence, c'est juste la capacité Le tu sais, reflet de la. mathématique ou grammaticale. Ouais. C'est celui qui Ah bah, arrive à... Voilà. aujourd'hui, Alors que dans la l'intelligence, société, ton elle est intelligence, elle est multiple. démontrée avec un petit. C'est très américain, ça, à la base. Hein. Le petit diplôme qui dit que tu as une Oui. capacité de restitution parfaite. Donc, tu es intelligent. Ouais. Oui, d'accord, tu peux avoir une bibliothèque pleine et pas savoir lire un bouquin. Hein. Ça fait pas. Donc, C'est possible les gens, aussi. c'est ça. On est dans un système où on te dit tu es bon si tu sais restituer. Si tu sais te poser des questions, c'est-à-dire si tu as un esprit critique, tu es un mouton noir. Putain, mais c'est ça qui rend les gens ce qu'ils sont. C'est le fait d'être curieux, de remettre en question. C'est comme ça que doit fonctionner la science, c'est comme ça que fonctionne la médecine. On ne sait pas, on doute, on regarde, on essaie, on teste, on se trompe, on apprend. C'est pas j'ai une idée, c'est la bonne, et tous ceux qui sont pas d'accord avec moi, c'est des cons, et il faut les enfermer, et 49.3. Et d'ailleurs, au début, Bah, je disais que j'appréciais les valeurs que tu moi, je vois les valeurs d'altruisme, d'humilité, c'est celle que vient, de courage aussi, de fidèle à ta pensée, tu vois. Voilà, ça serait un et peu des ce fois, je que peux je être vois en toi. fatigant, con, sortir des Ça blagues n'empêche à la pas, noix, tu vois. ça Je veux dire, n'empêche c'est pas. pas. Le courage, c'est. Moi, ce que je trouve courageux, c'est les gens qui, s- qui luttent tous les jours pour s'en sortir. T'imagines le courage qu'il faut pour ça? C'est pas courageux d'être dans un Uber et de parler. Alors, pour certains, c'est courageux de parler devant un micro parce qu'il y a des gens pour qui c'est une difficulté de le faire.
Pour moi, c'est plutôt d'avoir des convictions, de s'y tenir sur la Ouais, durée, je vois, si ok, tu veux. d'accord. C'est plutôt ça que j'entendais par le Ok. mot courage, mais effectivement, il y a certainement de nombreuses formes de courage. Je trouve ça Celle de la impressionnant, ouais. femme célibataire précaire avec des enfants qui est émigrée est certainement, sur un autre point de vue, une démonstration de courage Ouais, ouais, qui, ou l'homme qui, qui qui quitte l'a- sa famille Bien pour aller sûr, bosser à l'étranger et renvoyer un salaire en voyant sa femme et ses enfants tous les 8 mois parce que, ouais, tu vois, c'est de se je pense à ce, retrousser les manches et de faire ce c'est qui est bon pour ce qui est soi, courageux, pour l'autre et pour le bien commun. c'est ça. Alors après, voilà, c'est pas magique, c'est pas parfait, mais ça a le mérite d'être D'aller dans ce tenté, sens-là. Mm. tu vois. Et quand je vois, je sais qu'à à l'écoute de cette émission, il y a des gens qui se poseront la question de se dire, ceux qui tentent par la voie du système font forcément soit partie du système, soit en feront partie. Moi, il est clair, j'en ai discuté avec Juan Branco, je ne rentrerai pas dans le parti politique. Puisque forcément, pour l'élection présidentielle, il y T'es aura un parti. obligé. Je ne ferai pas partie du Ok. bureau politique, ni du parti politique. Je fais partie du groupe de réflexion et de mise en place des ruches, etc. Et je suis en communication avec les gens qui font ça, mais je ne rentrerai pas dans ce parti. Et pour toutes les raisons que je t'ai dit, moi, le but du jeu, c'est qu'un jour, je puisse donner mon avis et participer à la vie de mon pays et le faire en ayant l'impression que quand je le fais, c'est utile. Pas aujourd'hui mettre un nom dans une boîte et puis après, Mhm. pendant 5 ans, je vais chercher une caisse de vaseline tous les 3 mois, quoi. Voilà. Et toi et moi, on est la preuve que on n'a pas besoin d'attendre pour que ça se passe. On peut chacun à notre niveau sortir dans la rue C'est très quand il important. faut, Il y a une... prendre ses petites compétences et les mettre au service, et puis essayer de commencer quelque chose. Souvent, on pense que, et moi, c'était aussi au début une difficulté parce que je me disais, mais en fait, j'ai pas la légitimité de créer un média, tu vois, je Ouais. parle pas très bien, je connais personne, j'ai aucune technique, etc. Et puis, bah oui, c'est un peu foireux. Puis tu commences, puis tu vois qu'il y a des gens qui disent, mais c'est assez cool, c'est pas parfait, comme tu l'as dit. Et puis, allez, on continue, on Qu'est-ce que s'encourage et ce on serait s'améliore chiant un si peu à chaque c'était fois, quoi. parfait, t'imagines? Ouais. Et du coup, tu en as aussi l'exemple, quoi. Tu es là, tu as une idée, tu sens qu'il y a un truc qui tourne pas rond, tu sors, tu fais quelque chose. À la limite, c'est juste ça, tu fais quelque chose, tu vois. Juste un truc. C'est hyper important. Et là, je vais avoir une petite pensée à un mot très important pour les personnes qui se sentent inutiles. Les personnes handicapées qui ne pouvaient pas aller manifester. Les personnes qui ont des situations très particulières, comme par exemple pendant la conférence avec Juan, où j'ai une personne qui est venue me voir en me disant que sa famille travaillait dans des postes à responsabilité dans des ambassades et qu'elle ne pouvait pas publiquement s'afficher dans des manifestations, etc., parce que ça pourrait poser problème non seulement à elle, mais aussi à sa famille et qui était, enfin, elle était physiquement en stress, quoi. Et je vois ce qui se passe devant mes yeux et je peux pas. Et c'est important de passer le message de peu importe le niveau d'action que vous avez, le fait de se poser des questions, de remettre en question ce qu'on vous dit, peu importe qui, et de réfléchir, c'est déjà quelque chose d'important. Mhm. Parce que la prochaine génération, je pense que toute la génération de jeunes et les prochaines générations qui arrivent, il faut pas en faire des moutons qui obéissent. Faut pas en faire des gens qui restituent et qui deviennent bons C'est parce déjà le qu'ils cas restituent. aujourd'hui, donc. Et je pense qu'il faut en faire des gens qui soient capables de remettre les choses en question, ce qui permet un apaisement. Quand tu sais pas remettre les choses en question, on te dit mon voisin d'en face c'est un con, tu dis c'est un con. Pourquoi? Bah, parce que c'est un con. Et tu remets pas ça en cause. Tu te bats parce que c'est un con. À partir du moment où tu remets les choses en question, tu commences à dire mais pourquoi on dit que t'es con? Je sais pas. Ah bon? T'es sûr? Bah non, je sais pas. Donc ça passe par la curiosité, je Et le dis ça toujours. apaise tout de suite les choses, ça amène la discussion, les débats, les liens sociaux. Enfin, Curiosité, ouverture d'esprit, ouais, esprit critique en même temps. c'est ça, exactement. Et j'essaie de me l'appliquer tous les jours aussi. Je veux dire, j'ai des idées, des convictions, elles sont pas parfaites. Et j'espère que le monde dans lequel je vais vieillir sera meilleur que celui qu'il est aujourd'hui. J'espère que ma participation aura aidé des gens, peut-être qui ont plus de compétences que moi, à faire mieux. Et je le souhaite. Partant de ce principe-là, ça me va. Tout Mais à fait. rester inactif, vraiment concrètement inactif, en attendant que les choses se passent et en regardant la télé pour Ouais. aller faire des débats de comptoir, ça m'intéresse pas, quoi. Et si ça marche pas, on continue. Et c'est Gilles Desvers qui était là, c'était un avocat extraordinaire qui est décédé et qui avait dit ça à la fin. Et il a dit, allez, on continue. Et ce sera un petit peu le mot de la fin aujourd'hui. C'est ça, survivre à l'oligarchie. On le fait ensemble. Et puis, la porte de ce studio te sera toujours ouverte, en tout cas, si on peut faire quoi que ce soit
pour aider à avancer. La En diffusion serrant des les coudes, messages. comme on dit, avec vous, avec nos amis et nos frères et nos sœurs françaises, eh bien, on le fera. Bravo en tout cas, je serai attentif à ce qui se passe. Merci Maxime, Nicole, pour ta joie de vivre et ton abnégation. Et puis à la prochaine du coup. Merci, ciao. Ciao. Pour soutenir cette chaîne et nous encourager, abonnez-vous et laissez un pouce bleu. Merci beaucoup.